Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Léonard Paris. Beaucoup de nouveaux visages ce soir, donc je vais, et de toute façon si vous aviez été des réguliers, vous n'y aurez pas coupé de toute façon, mais je vais vous dire un mot donc, de l'endroit où vous vous trouvez et de ce que nous y faisons. Je le dis d'autant plus volontiers que, eh bien, on a là un public inhabituel qui ne fréquente pas toujours les constructeurs, les concepteurs, les constructeurs ou les personnes en charge de l'exploitation, disons, des grandes infrastructures. Vous êtes ici chez Vinci, ou plus exactement dans un espace, Léonard Paris, qui a été créé par ce grand groupe de construction et de concession pour imaginer le futur des villes et des infrastructures. Donc les transformations en cours, elles sont nombreuses. Vous en avez, je dirais, conscience comme citadins, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, comme usagers des services de mobilité, des services énergétiques, comme résidents de vos espaces de vie, etc. Le numérique, la transition écologique transforme profondément et durablement les espaces précisément dans lesquels nous vivons ou nous déplaçons. Et à ce titre, Vinci a voulu, je dirais, élargir le scope et le champ de ses recherches et y inclure tout à la fois des chercheurs, des startups, des innovateurs de tout poil et des gens comme vous pour créer cet espace, donc Léonard Paris, qui est tout à la fois un espace de travail pour les innovateurs de Vinci et leurs partenaires en innovation, un lieu d'incubation et d'accélération de projets innovants, et en particulier donc, de projets de start-up ou de projets qui sont nés de l'imagination des collaborateurs de Vinci. Et enfin, un lieu de rencontre et un lieu de débat permanent. On organise ici plusieurs fois par semaine de ces rencontres sur les futurs ou les enjeux des transformations des villes et de leurs métiers. Alors aujourd'hui, on fait en quelque sorte un pas de côté et on aborde un sujet qui ne va pas forcément de soi quand on examine le futur des villes, le futur des infrastructures, le futur des pratiques d'habiter, de se déplacer et des enjeux énergétiques. On est allé interroger le jeu vidéo. Ce n'est pas tout à fait la première fois qu'on fait l'un de ces pas de côté, puisque à des occasions précédentes, nous avions interrogé le cinéma à plusieurs reprises avec un philosophe et cinéaste qui s'appelle Olivier Pourriol, qui est venu parler à plusieurs reprises ici pour éclairer, grâce à la fiction, certains des aspects justement des transformations des villes. On a déjà interrogé le jeu vidéo avec une rencontre qui s'est jouée en juillet dernier, je crois, dans le cadre d'un festival qu'on organise désormais tous les ans, qui s'appelle Building Beyond, à l'occasion duquel donc, nous avions demandé à Raphaël Lacoste, qui est directeur de création d'Ubisoft, d'intervenir ici pour raconter justement comment il avait sinon créé, en tout cas recréé certaines villes médiévales, Paris, antiques, Alexandrie, donc dans Assassin's Creed, voire dans d'autres types de jeux. Pour poursuivre donc cette réflexion et cet appel aux imaginaires, pour imaginer la façon justement dont on conçoit ou concevra et réalisera les villes demain, on a poursuivi en demandant à Nicolas Mainviel et Olivier Vatelet de Making Tomorrow de réaliser pour nous une étude de la façon justement dont la ville ou le jeu vidéo et la ville s'interpénètrent, se nourrissent l'un de l'autre et dont finalement certains des usages, certaines des perspectives fictionnelles ouvertes par le jeu vidéo pouvaient annoncer certaines transformations donc, de ces villes. Je vais leur donner la parole dans un instant. Non sans vous avoir rappelé encore une fois que ce lieu, c'est un lieu de découverte. Beaucoup, je vous le disais, donc, de rencontres y sont organisées régulièrement. On a 2 cycles en cours qui pourront vous intéresser également. L'un sur les transformations du travail. Vous voyez qu'on repart sur une thématique adjacente avec une rencontre lundi sur l'entreprise apprenante. Et puis un cycle sur les transformations, la transformation environnementale des villes et des infrastructures et de la façon de les concevoir et de les faire, avec une rencontre le 28 novembre qui va porter, elle, sur le rôle des métropoles dans la transition climatique. Voilà. Nicolas et Olivier vont vous parler une quarantaine de minutes et puis bien entendu s'ouvrir à vos questions. C'est un lieu de débat, d'interaction, donc notez-les vos questions et elles feront bien évidemment tout à fait partie intégrante des échanges qu'on aura aujourd'hui. Nicolas, Olivier, à vous.
Ça marche, super. Bonjour à tous, merci d'être venus. On a 40-45 minutes pour échanger, vous présenter les résultats de l'étude qu'on a menée dans le cadre du collectif Making Tomorrow, donc avec Olivier qui est là, Martin Loquin qui est juste présent ici, et en partenariat donc avec Léonard. La raison pour laquelle on a travaillé sur les jeux, c'est que la ville des jeux vidéo est extrêmement intéressante. C'est une ville qui a été construite pour une personne, qui est le joueur, avec laquelle je peux interagir, je peux la casser, je peux la reconstruire, ça peut faire partie du gameplay. Et elle est extensible, innovante, elle est tout ce qu'on peut imaginer. Et donc on vous propose une promenade dans l'univers des jeux vidéo et un aller-retour avec la vie réelle au travers de 3 grandes étapes. Une première qui est une petite analyse sur c'est quoi la ville dans les jeux vidéo, comment est-ce qu'elle est représentée, jouée, vécue, et comment est-ce qu'on la simule. Et ensuite, on a 4 thématiques transverses qui seront dans le rapport qu'on va vous donner à la fin de la présentation. On vous en présente que 3 parce qu'on a peu de temps, donc on va vous parler d'IA, de mobilité notamment. Il y a une 4e thématique sur la couche servicielle qui sera présente dans le rapport qu'on vous donnera tout à l'heure. Alors, pour commencer notre exploration, on va s'attacher à voir est-ce que finalement la ville du jeu vidéo, c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. C'est vrai que quand on a commencé notre démarche, les retours c'était c'est génial, c'est forcément créatif le jeu vidéo, c'est forcément nouveau. En fait, on était un peu déçus quand même, on peut le dire comme ça. Et on va essayer de vous partager pourquoi finalement c'est assez décevant, il y a des bonnes raisons, mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Mais notre premier constat, c'est quand même de dire finalement la représentation, on prend l'angle de la représentation de la ville. Et on sait que représenter une ville dans les médias, quel que soit le support, il y a un certain nombre de points d'entrée, c'est une identité spécifique, c'est une structure. New York n'est pas une ville française, européenne. C'est une signification, une atmosphère, une ambiance. Et c'est vrai que les jeux vidéo vont s'appuyer là-dessus pour montrer des villes. Essayer de communiquer des choses pour que le joueur s'y retrouve ou comprenne très rapidement ce qu'il est en train de faire. Et puis il a son expérience de joueur qui vient détourner, contourner ce que propose le jeu. Et on a essayé de regarder à l'intérieur de ça, est-ce que finalement les villes sont réellement créatives ? Alors, on commence avec celle-là, puis après on rentrera dans ce qui nous a étonné et ce qui nous a intéressé. De manière intéressante, la ville dans les jeux vidéo, c'est une forme de passage obligatoire, une forme de point d'étape narratif, où on va retrouver les fonctions qu'on connaît actuellement. C'est un lieu de commerce, c'est un lieu où on se repose, c'est un lieu où il y a une forme de sécurité. Et donc, c'est une étape dans un processus narratif ou un processus d'amélioration quand je veux gagner des points. Mais de ce point de vue-là, on n'a pas retrouvé un usage radicalement novateur ou décalé. C'est aussi une ville qui donne forme au gameplay. Et donc, on va avoir la ville comme décor, parfois impressionnante, qui va donner lieu à des nouvelles mobilités. Donc là, on pense à la vision canyon en fait, d'Assassin's Creed, où on passe son temps en hauteur et à regarder la ville d'en haut. Mais ça reste une ville souvent décor, en plus des fonctions qu'on vient de présenter juste avant. Et c'est une ville qui parfois a du mal à sortir des mobilités actuelles et des visions actuelles. Si on regarde GTA, c'est le règne de la voiture. On est dans une mobilité très très classique, très réaliste. On va pousser le réalisme jusqu'au bout, mais il n'y a pas de choses absolument radicales et nouvelles. Donc, dans un premier temps, de manière un peu macro, c'est un point d'étape dans un déroulement narratif. C'est quelque chose qui donne lieu à un décor volontairement, et c'est quelque chose où les mobilités encore à date sont encore assez classiques. Du coup, plusieurs analyses du jeu vidéo se sont prêtées à l'exercice. Si on fait un peu une compilation des manières de faire ville dans un jeu vidéo, on se rend compte que la grammaire est à une forme assez limitée finalement. Ça tourne toujours autour des mêmes archétypes, sans surprise, parce que finalement la ville est un support pour créer une dynamique de jeu qui soit appropriable, reconnaissable. Et ces dynamiques, c'est par exemple le cas de l'île, où on va avoir une île qui permet finalement de limiter le terrain de jeu. On ne va pas sortir du territoire de l'île, donc c'est un avantage pour le concepteur qui ne doit pas imaginer, concevoir une ville infinie. Ça répond à des archétypes peut-être plus culturels. Il y a notamment la ville volante qu'on peut plutôt retrouver dans des jeux asiatiques. Donc voilà, il y a des explications qu'on peut se donner, mais en définitive, l'imaginaire n'est pas infini. Et si on prendrait même la ville Smart City qui est plus récente, on peut se demander si ce n'est pas une variante de la notion de ville-organisme, de ville un peu, alors je ne vais pas dire animiste, mais en tout cas, voilà, il y a une relation à la ville. Donc, c'est vrai que si on la prend du strict point de vue des représentations, eh bien, ce qu'on voit, ce que les experts nous ont dit, ce que les joueurs nous racontent, ce que les analystes du jeu vidéo montrent, c'est que finalement, on a un inventaire qui n'est pas totalement infini. On est plutôt sur des choses qui se reproduisent pour des bonnes raisons, que ça permet aux joueurs de jouer facilement. Effectivement, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on s'est immergé, donc on a joué, on n'est pas forcément gamer nous-mêmes, donc on a acheté des jeux vidéo, on a joué. On s'est évidemment plongé dans la recherche, là c'est plus notre terrain de jeu à nous. Et on a interviewé des experts, certains sont dans la salle, on aura l'occasion d'échanger avec eux tout à l'heure.
D'ailleurs, ça nous a permis de voir un peu quelles étaient les tensions au sein même de la communauté des développeurs. Si je zoome sur la dimension ville jouée, on se rend compte qu'évidemment, le scénario, la manière dont je conçois le jeu vidéo va avoir un impact sur la construction du lieu dans lequel l'action se déroule. Et donc là, on a deux grands archétypes encore, qui sont les mondes narratifs ou les mondes ouverts. Donc les mondes narratifs, typiquement celui-là, c'est quelque chose qui est tracé linéaire. Je commence à gauche, je finis à droite, c'est Street Fighter. C'est pas uniquement lié à la technologie, hein, c'est un choix narratif. Et à un moment donné, je vais avoir des options, des croisements, des points d'étape qui vont me permettre de prendre l'option B1 ou B4. Mais ce genre d'option est limité. Je ne suis pas dans un monde totalement ouvert. À l'inverse d'un jeu comme Mirror Edge, où là, concrètement, on va reconstruire une ville entièrement, me donner les outils pour la vivre. Donc là, c'est la red line, on va revenir régulièrement là-dessus. Et je vais pouvoir interagir avec la dimension urbaine de manière beaucoup plus libre que dans une dimension purement narrative. Ça se traduit par des pratiques qui nous ont fait sourire, mais qu'on trouvait vraiment intéressantes. Il y a des gens qui explorent les villes des jeux vidéo pour le principe d'explorer les villes des jeux vidéo, qui ne sont pas dans une démarche d'agrégation de points ou d'évolution. Et il y a un collectif qui est assez connu pour ça, qui s'appelle 8-Bit Bastard, donc littéralement les enfoirés du 8-bit, et qui se spécialise dans l'exploration de villes. Donc là, par exemple, San Andreas de GTA, c'est une exploration d'1h30 qui n'a d'autre but que l'exploration de la ville du jeu vidéo. Donc ils vont tout droit, et on découvre une mobilité, une pratique de mobilité qui n'est pas celle que nous on a avec Waze d'un point A à un point B. On va chercher l'efficience. On a des gens qui reprennent la découverte, l'exploration au sens propre dans un jeu vidéo. À date, alors on se demandait avant, j'ai plus le chiffre exact, mais il y a un joueur qui veut démontrer que Minecraft est fini, alors que Minecraft est a priori infini, et je crois que ça fait 2 ans qu'il marche dans Minecraft. Il fait déplacer son personnage depuis 2 ans, juste pour avoir un point et dire je vais montrer quel est le bout, l'étendue du jeu. Donc on a ces pratiques qui sont un peu décalées et un peu, alors pour le coup, plus innovantes. Oui, alors effectivement, il y a des choses interpellantes et disons qu'on n'est pas dans des objets, on va littéralement transposer ça à l'univers urbain, mais là on sent qu'on quitte un peu des mobilités plus classiques pour aller vers des choses qui sont inspirantes à minima. Et donc on a pris quelques exemples comme on pourrait aussi rajouter le fait d'avoir le véhicule à la demande directement, qui est des choses qui ont été identifiées par d'autres, la reconnaissance augmentée dans l'environnement, c'est qu'à peu près tous les gameplays s'appuient sur cette logique-là. Identifier des partenaires, donc on se projette assez vite, et si finalement on était capable d'utiliser cette relation, d'identifier le bon partenaire là, dans une audience et tout de suite savoir avec lequel je pourrais entretenir un échange de diverses commerciales ou autres. Les points de téléportation qui interpellent aussi beaucoup sur finalement c'est quoi cette mobilité seamless où on arrive et il y a des endroits d'où on rentre et on pourrait se ressortir ailleurs. Donc finalement ce qui est interpellant c'est des manières de faire mobilité notamment qui n'existent pas aujourd'hui, mais où encore on va dire le pas avant d'arriver à des cas concrets peut être relativement conséquent. On va revenir plus tard sur la téléportation parce que on se rend compte que les joueurs n'ont pas envie d'attendre. Donc la téléportation, c'est une espèce de métaphore de la voiture volante qu'on reconnaît là, cette espèce de mobilité un peu magique. On va redévelopper ça juste après. Alors après, toujours dans cette introduction qui est la ville et le jeu vidéo, il y a la ville vécue. Quelle géographie pour la pratique ? Est-ce qu'on pourrait évidemment se poser la question, ok, si le jeu n'est pas fondamentalement créatif, il l'est évidemment, mais n'apporte pas forcément une architecture originale de la ville, on pourrait se demander si le fait de jouer en ville apporte pas une autre expérience de la ville. Et effectivement, il y a pas mal de choses qu'on connaît autour de nous. Maintenant, disposer de chiffres étayés sur les usages réels de la pratique de jeu en ville, c'est difficile d'avoir des vraies données robustes. Et sur le territoire français, une des études les plus récentes et les plus complètes, qu'on doit à des chercheurs de Limoges notamment et de Nice, nous explique qu'en réalité, et c'est assez interpellant finalement, le jeu vidéo reste en grande partie une pratique domestique. Alors on va dire oui, il y a eu des jeux qui ont eu beaucoup de succès tout récemment, où ça se passait en ville, certes, mais quand bien même, si on prend l'ensemble des jeux vidéo, et même le jeu sur téléphone portable, il va jouer uniquement dans les transports en commun, hors de chez soi. Donc finalement, on peut se demander si l'expérience de la ville qu'on a par le jeu n'est pas une expérience qu'on a de chez soi. Donc dans cette étude, on a des chiffres évidemment toujours anecdotiques et cocasses. 11% des pratiques de jeux vidéo se font dans les toilettes. Bon, voilà. Donc on dit finalement la ville que je vis, je la vis entre 4 murs dans un espace de 2 mètres carrés. Donc ça fait réfléchir quand même sur finalement cet aller-retour entre jeu et ville vécue, qui n'est peut-être pas aussi ouvert qu'on imagine.
Et donc l'analyse qui a été faite par les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que finalement, plus que de dire est-ce qu'il y a 20, 30, 40% des joueurs qui jouent à l'extérieur, etc., qui sont des chiffres interpellants, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où je joue, quel type d'expérience se crée en lien avec notamment mes déplacements, parce que ça se passe beaucoup en lien avec de la mobilité. Et l'analyse des chercheurs était de dire finalement on est dans une forme de couture, c'est-à-dire que le jeu s'inscrit dans les routines de différentes manières, soit comme un moyen de valoriser un temps qui aurait été mort ou qui aurait été moins valorisé, ça c'est peut-être le cas le plus classique, jouer dans l'attente, mais aussi modifier ces routines pour jouer, donc quitter un déplacement, faire un détour pour avoir une opportunité de gagner quelque chose, de visiter une arène ou ce genre de choses. Et puis finalement, bien sûr, le jeu qui devient en soi une routine, c'est une exploration systématique qu'on va avoir d'un quartier, d'un environnement proche de chez soi. Et donc on voit ce qui est intéressant, et que même les expressions les plus récentes des jeux vidéo par application qui se jouent en ville, eh bien finalement s'appuient sur ces trois modalités. Donc on perpétue ces trois manières de mailler ville et jeux vidéo en mobilité. Alors, le discours qu'il y a autour de ça, il y a un peu d'enthousiasme des analystes autour de l'appropriation de la ville. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, c'est vrai, effectivement, les témoignages vont dans le sens de gérer de couvert mon quartier. J'ai pu aller explorer un endroit que je ne connaissais pas. J'ai passé une porte à laquelle je n'aurais jamais franchi parce que le jeu m'a invité à le faire. Donc, il y a effectivement une forme d'appropriation avec des jeux qui sont clairement construits là-dessus. Mais les mêmes sociologues qui ont travaillé là-dessus, on ne fait pas toutes les références, elles sont dans le rapport, vous les lirez précisément, en détaillé. Les sociologues qui travaillent là-dessus nous disent, oui, mais en définitive, passer un premier temps d'exploration, eh bien, les routines reviennent et ce n'est pas des dynamiques pérennes. Donc ça ne crée pas finalement une autre mobilité urbaine, ça crée des à-coups. Et puis une fois l'expérience passée de quelques mois, eh bien, on en revient en mobilité comme avant. Dernier élément, la ville simulée. Donc là, on rentre dans une thématique qui nous a, honnêtement, là pour le coup, qui nous a passionnés. En fait, la structure même du jeu fait que la plupart des jeux de construction de ville ne sont pas pérennes. On a un enjeu de gestion de la croissance, tout simplement, dans la création du jeu. À chaque fois que je rajoute 5000 joueurs, j'étends le territoire physique, virtuel mais physique. Comment est-ce que je gère ça ? Et donc, on a évidemment beaucoup de personnes qui se sont immergées dans ces fentes-là, dans ces failles-là, et qui ont développé des jeux spécifiques. Donc là, de tête, ça c'est Eiffage, qui offre un jeu qui permet d'explorer en fait la construction d'une ville, mais au travers de l'infrastructure, et pas juste la couche visuelle de j'ai construit un bâtiment dans SimCity-like, dans des SimCity-like, et je regarde ce qui se passe. Ou IBM, qui au moment de la Smart City avait lancé son jeu qui s'appelait City One, et qui en gros permettait d'explorer les conséquences des actes. On va revenir là-dessus, mais ce sont des outils de simulation assez développés qui permettent de dire, si je mets 100 000 habitants, telle typologie de réseau d'eau et telle typologie de voiture thermique ou électrique, quelles sont les conséquences sur le bien-être ou autre chose. Donc là, on dépasse dans ce type de jeu les limites intrinsèques des jeux de construction de ville qui, à un moment donné, font littéralement on explose la présence géographique dans le jeu virtuel. Alors, dans ces jeux où on va devenir un peu urbaniste, il y a tout un discours critique et à raison sur le côté, on va y revenir aussi, le côté prédéterminé des jeux de city builder, donc des jeux où on va construire des villes, on va aménager. Et il y a des initiatives qui sont intéressantes qui essaient de dépasser ces choses-là en faisant du jeu un prétexte, un moyen d'être inclusif et participatif, et notamment ce jeu autour du Chinatown de Boston qui date de 2010, et donc l'enjeu consistait à faire jouer des situations de vie de résidents de ces quartiers à un nombre d'autres résidents pour les mettre en situation de comprendre, en réalisant des tâches comme trouver un travail par exemple, de comprendre la vie des autres. Et sur cette base, il y avait des ateliers participatifs qui ont été mis en place qui permettaient d'interpeller des pouvoirs publics sur les enjeux d'être citoyen. Donc là, le jeu, il commence à dépasser un peu ce strict enjeu de représenter la ville pour dire vous pouvez l'expérimenter de diverses manières et sur cette base, aller plus loin dans votre réflexion au-delà du cadre du jeu. Toujours dans ces enjeux de conception, ce qui est interpellant aussi, c'est finalement, il y a quand même des formes de radicalité dans l'expression des formes urbaines. On a eu l'impression en disant, les archétypes sont limités, et en même temps, il y a des choses qui sont assez extrêmes, qui n'existent pas aujourd'hui. Donc on se dit, quelque part, le jeu teste
des hypothèses. L'immeuble autosuffisant, il y a BioShock là, qui joue énormément là-dessus, construire avec des déchets dans Fallout 4, habiter les infrastructures. Bon, ce n'est pas des imaginaires qui sont nés dans les jeux vidéo, on les retrouve. Habiter les infrastructures, c'est un classique du cyberpunk, mais quand même, ça permet aux joueurs d'expérimenter des choses qui ne sont pas encore là, dont on parle, et donc c'est une manière peut-être aussi de se familiariser, qu'on va retrouver à d'autres moments, avec des dispositifs qui pourraient arriver d'une certaine manière. Il y a des approches techniques, le zoom in, zoom out nous a été souligné par beaucoup de concepteurs comme étant un élément clé pour comprendre la ville et son impact. Si je me mets au niveau de l'usager réel et que je dézoome et que je regarde l'impact sur le quartier d'un panneau sans interdit ou autre chose, je peux apprendre et vivre la vie différemment. On a un de nos répondants qui nous a parlé du fait qu'il développait un jeu vidéo sur ce que c'était en FPV que d'être un immigré illégal. Et donc comment est-ce que je me débrouille pour survivre. Et donc là, on change évidemment le point de vue sur la ville et l'urbanité. Après, il y a évidemment une dimension. Alors, au début de tous nos entretiens, tout le monde nous a dit cartographie et fog of war. Donc vous voyez cette espèce de brouillard quand on commence un jeu, il faut se balader pour voir ce qu'il y a derrière. Oui, mais on a trouvé que ce n'était pas l'enjeu le plus riche. Il y a fondamentalement deux représentations de la cartographie dans les jeux vidéo. Il y a ce qu'on appelle le on-screen radar. Donc je vais rajouter sur ma couche une vision qui me permet de me situer. Ça accompagne le jeu, des fois tellement que ça nous sort parfois de l'expérience parce qu'on regarde autre chose que ce qui se passe à côté de soi. Et là, pour le coup, on a la conviction qu'en termes d'UX, il y a énormément à apprendre sur ces interactions-là parce qu'il y a énormément de choses qui ont été conçues et testées. Donc ça, c'est un élément qui nous a paru très très riche. Et on a, à contrario, le pose-menu, entre guillemets, où je sors littéralement du jeu, et j'ai droit à une cartographie complète. Donc là, c'est Spider-Man, où on va jusqu'à, en gros, m'indiquer où est-ce que les futurs crimes vont se passer, quelles sont les missions annexes qui peuvent me permettre de sortir de ma chaîne narrative depuis le début du jeu, et comment est-ce que je peux aller découvrir d'autres choses dans la ville. Donc d'un côté, ça peut être trop présent, et donc me sortir de mon expérience, et de l'autre, là, clairement, je sors de la chose, je fais une pause, je regarde une cartographie beaucoup plus globale avant d'y retourner. Et de manière intéressante, là, on voit une porosité très assumée avec la vie réelle, puisque dans GTA, je veux dire, on a une interface qui est clairement celle de Google Maps. Et la porosité, quand on a un peu creusé, on s'est rendu compte que les développeurs étaient très proches dans ces deux univers-là. Et que donc il y avait un vrai échange technique, en l'occurrence, entre ces univers qui faisait qu'il y avait des choses intéressantes dans le jeu vidéo, mais qu'on retrouvait déjà dans d'autres univers. À contrario de ça, alors, il y a une vidéo, mais... Ah si, ça marche. On a 2-3 innovations qui nous ont paru intéressantes. Donc pour les gamers, c'est le dernier Watch Dogs. Et donc là, on va se retrouver à aller imprimer un drone. Et on va aller, en jetant le drone, cartographier la ville et la vivre différemment. Et c'est intéressant de voir que là, le jeu vidéo a préempté un usage qui était un peu un usage de geek à l'époque du début du jeu vidéo, et s'est dit concrètement qu'est-ce que ça apporterait à un hacker dans la ville, comment est-ce qu'il pourrait vivre et représenter ce qui l'entoure différemment. Donc il va sortir, il va le jeter en l'air, recréer sa propre cartographie, capter les données sur cette base-là, et donc on a un usage qui est très spécifique sur la base de quelque chose qui vient d'arriver, enfin en tout cas dont on est au début du développement, au moment où le jeu est créé. Il y a encore un autre aspect qu'on avait envie de pointer, qui a été bien identifié par pas mal d'anecdotes et de retours d'expérience de divers commentateurs. C'est l'idée, finalement, les villes, quand elles sont très bien travaillées, quand elles sont très bien mises en scène, eh bien, les joueurs se l'approprient. Et là, il y a une sorte de porosité aussi entre, finalement, la ville représentée et la ville vécue par ailleurs. Et finalement, il y a des formes d'attachement qui peuvent se faire. On ne sait plus très bien où est la frontière. Et bon, un exemple qui a été bien documenté, qu'on a vu récemment, c'est autour de Notre-Dame, notamment, où on avait des images du jeu vidéo qui repassaient dans la réalité en forme d'hommage. Mais ce qui est aussi intéressant, et on le voit aussi sur la slide suivante, c'est comment les joueurs vont aller s'inscrire dans des détails pour construire cette appropriation du lieu, notamment l'intensité de la végétalisation sur GTA, qui a été corrélée au statut sociologique plutôt des quartiers. Donc c'était un indice d'un statut d'un quartier qui est en déshérence ou qui est plutôt bourgeois, et donc on va retrouver plus ou moins d'herbes folles entre les pavés, les dalles, etc. Donc c'est tous ces petits éléments qui vont créer du réalisme et sur lesquels des joueurs vont pouvoir s'appuyer pour construire un attachement au lieu, et qu'ils vont utiliser dans leur relation à autrui, soit en l'utilisant comme une sorte de point de départ d'exploration,
en disant j'ai exploré déjà un peu la ville de cette manière, j'en ai une forme de sensibilité que je vais retrouver quand j'irai réellement, soit en permettant de communiquer sa propre ville à quelqu'un qui ne la connaît pas encore. Mais quand tu joues à tel jeu, pense à ceci, regarde ça, tu verras, ça ressemble à là où j'habite. Donc en fait, ça crée des porosités entre ces représentations virtuelles et l'expérience vécue qui sont aussi intéressantes et qui sont mises en scène, enfin qui sont pratiquées par un certain nombre de joueurs un peu plus intensifs. Et dernier élément avant de rentrer dans les thématiques, il y a la notion de l'attente qui est clé. Globalement, tous les répondants nous ont dit les gens ne doivent pas s'ennuyer dans le jeu vidéo. On ne doit pas être à un endroit et attendre 5-10 minutes. Dans le jeu vidéo, ces choses-là sont inacceptables. Alors, il y a des jeux qui recréent volontairement ou pas ce type d'interaction. Il y a des jeux qui vous obligent à prendre le métro. Donc, vous descendez et vous baladez dans le métro et ça dure 10 minutes et vous êtes obligé de prendre le métro. L'exemple le plus connu, c'est dans World of Warcraft, où à un moment donné, dans une des phases du jeu, on devait prendre une espèce de bus, qui est un bateau volant que vous voyez là. Le bus n'arrivait que toutes les 5 minutes. Et donc vous deviez attendre, soit vous arriviez juste à l'heure, soit vous attendiez 5 minutes. Et les études qui ont été menées sur ce moment précis d'attente ont montré que c'était un moment sociologique important parce que les gens échangeaient. Donc on créait des alliances, on les tissait, on les détissait, on recréait des liens. Et on profitait de ce moment de balade, qui était d'ailleurs assez impressionnant, le bateau volait, on était au-dessus de la mer, pour faire autre chose. Mais c'est des moments qu'on accepte de moins en moins et qui ont tendance à disparaître maintenant dans le virtuel. D'où les téléportations et ces systèmes. On retrouve beaucoup de manières dans les jeux. Dans Red Dead, par exemple, on peut acheter une diligence, aller à cheval ou à pied. La diligence va me coûter plus cher, donc je gère mon inflation dans le jeu et en même temps, je permets aux joueurs de ne pas avoir à gérer cette temporalité qui est trop lente par rapport à l'action requise ou souhaitée en tout cas dans le jeu. Ça, c'était une introduction un peu globale. On va rentrer dans 3 des 4 thématiques. Il y en a une 4e que vous découvrirez dans le rapport autour de la couche servicielle. Qu'est-ce qu'on a imaginé dans le jeu vidéo et qu'on peut utiliser. Et donc la première, c'est l'intelligence artificielle. Donc on avait beaucoup d'attentes là, pour être honnête. Et on s'est dit, ils vont être extrêmement en avance, on va trouver des choses incroyables. Et sans être déceptif, finalement, on n'a pas trouvé des choses extraordinaires. Globalement, l'intelligence artificielle des jeux est limitée pour une raison toute simple, c'est qu'elle doit s'adapter à la progression du joueur. Et donc, je ne vais pas mettre AlphaGo, IBM, c'est IBM, ouais, non, c'est Google, en face d'un débutant au début d'un jeu. Donc, une des intelligences de l'IA, c'est de s'adapter exactement au niveau de performance du joueur, un cran juste au-dessus pour que ça soit un peu tendu, mais pas suffisamment. Donc, on a souvent des IA limitées avec des fois des belles cacophonies. Donc, dans le jeu Elite, les développeurs ont voulu donner un peu plus de liberté aux PNJ, aux personnages non joueurs, et ils leur ont laissé la possibilité de manière aléatoire de combiner des armes. Et je trouve que ça a amené à la production de personnages non joueurs dont les lasers n'avaient pas besoin de se recharger. Et donc ils ont détruit la quasi-totalité du jeu en 1 heure, parce que c'était une combinaison d'armes qui n'était pas acceptable dans le gameplay, puisqu'ils étaient surpuissants par rapport aux autres. Donc là on voit un échec de code qui n'est pas très complexe, mais un échec immédiat lié à ça. Globalement, on a 2 types d'IA, hein, si on résume de manière un peu grossière. On a les IA dites zombies, vous avez tous vu des films avec des zombies. Donc on a des gens de manière massive, pas très intelligentes, qui viennent cadrer la narration et l'action en disant vous avez 50 personnes qui vous courent dessus, vous fuyez. Bon voilà, ça s'arrête un peu à ça. On a des IA un peu plus intelligentes, donc Watch Dogs, encore une fois, qui est un jeu extrêmement fin. On a une IA qui gère la ville, et qui va être hackée d'ailleurs, c'est un des objectifs du jeu, pour pouvoir avancer. Mais en tant que tel, structurellement, il n'y a rien de renversant dans l'IA. L'IA devient un enjeu de la narration, mais pas une structure derrière. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la relation à l'assistant IA. Pour ceux qui ne savent pas, Cortana, celui que vous avez sur Microsoft, est un hommage au Cortana de Halo. Halo, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est Halo, hein. Tu m'arrêtes, c'est Halo, où l'assistante du héros s'appelle Cortana, lui parle, et en fait les développeurs de Microsoft se sont dit, tiens, un assistant vocal, c'est rigolo ce qu'on vit dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Ils se sont rapprochés des équipes de développement, ils ont fait un partenariat, et en hommage, ils ont appelé Siri, l'équivalent de Siri chez Microsoft, Cortana. Il y a certains jeux dans lesquels ils sont presque plus connus que le héros dans BioShock, il est très connu. Il y a un certain nombre de jeux comme ça où l'assistant a un vrai rôle, est très intelligent dans la plupart du temps. Et là, il y a beaucoup de choses à aller chercher sur la manière dont le téléphone et ce que j'ai dans ma poche peut m'amener à vivre la ville ou l'interaction. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour rendre quelque chose très réaliste, on n'a pas forcément besoin, j'espère que ça va marcher,
de quelque chose de fou. Là, vous allez voir, on est dans Red Dead, donc il va tirer en l'air, et puis, pouf, vous allez voir, il y a un oiseau qui tombe. Ça fait le tour du web, on se dit, waouh, incroyable, ils ont codé un truc, et en fait, c'est un hasard absolu qui fait que le système de code qui gère le vol des oiseaux et le système de code qui gère le tir du type, à ce moment-là, c'est rencontré, mais c'est un hasard absolu. Sauf qu'au moment où c'est sorti, ça fait la titre de tous les tweets en disant c'est dingue, ils ont poussé ce truc jusqu'au bout, l'IA est intelligente. Bon, c'est deux systèmes de code qui sont rencontrés et ça a donné quelque chose qui donne le sentiment d'un happening, ou je ne sais pas comment bien le traduire, mais qui est un hasard absolu. Et donc finalement, pour rendre un truc réaliste, on n'a pas besoin d'avoir encore une fois Google ou IBM autour de ça, en tout cas en termes de gameplay. À l'inverse, dès qu'on commence à vraiment creuser, et qu'on essaie de voir est-ce que vraiment les IA, on peut utiliser l'IA pour travailler sur du jeu, on voit que c'est encore pour l'instant très au début, on va dire. Alors les expérimentations sont anciennes, mais on est encore à des niveaux d'application qui restent assez expérimentaux, voilà. Et notamment dans ce type de génération procédurale, donc de jeux dont les règles sont créées par l'intelligence artificielle elle-même, et où on a aujourd'hui des taux de jouabilité qui sont extrêmement faibles, c'est-à-dire qu'on fait 100 jeux et on voit qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont jouables sans être pour autant agréables. Donc le critère c'est un peu le test de Turing, hein. C'est un jeu si c'est jouable et qu'un joueur arrive à s'y retrouver. Là c'est pareil avec Angelina qui est ce programme assez connu. Donc on voit qu'on n'y est pas encore. Il y a quand même des expérimentations qui elles, sont un peu plus matures, où on va, en fait, à l'inverse de dire on utilise l'IA comme un moyen de créer des jeux complètement délirants, et on retrouve un peu ce plafond de verre de la jouabilité, hein, qu'on a évoqué au tout début. À l'inverse, c'est de dire le jeu est un moyen de faire venir des humains qui, eux, sont intelligents, et d'y confronter une IA qui va apprendre au contact des joueurs. Et donc on a ici 2 exemples. Mad University, qui est un jeu espagnol qui va travailler sur des situations de jeu où l'IA doit apprendre à voir à quel moment le joueur est capable de réussir ou non. Donc c'est un entraînement. Et dans le Restaurant Game du MIT, on est plutôt sur des humains jouent des situations de service et l'IA apprend quelle est la bonne posture de service à avoir en observant les comportements des joueurs. Donc là, à l'inverse, si les IA ne sont pas encore aujourd'hui à niveau, on les utilise parfois pour construire du décor, mais on est encore en train de balbutier. Si elles ne sont pas encore à ce niveau pour ça, à l'inverse, on peut commencer à exploiter les joueurs, en tout cas la masse des joueurs, comme une manière de nourrir et d'augmenter le savoir-faire des IA. Alors, sur ces axes qu'on a essayé de creuser un peu plus en détail, là on a pris 2-3 exemples, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des pistes qu'on pourrait utiliser pour bénéficier de ce qui se passe dans le domaine du jeu si on se rapporte à notre mandat initial, qui est de dire est-ce que ça peut transformer la manière de faire la ville. La première, c'est de se rendre compte que finalement, on l'a vu avec le petit exemple tout à l'heure, en tirant l'air, il se passe un truc assez dingue, c'est que finalement, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à de l'IA pour créer de la génération d'aléatoires qui fonctionne. Et là, dans la manière de concevoir l'aléatoire dans le jeu, qui est un aléatoire assez malin, assez économe, parce que les gens qui construisent des jeux sont des gens économes, surtout les majors en tout cas, et bien là, il y a une manière de créer des interactions qui soient aléatoires et surprenantes, mais enchanteresses également, qui est inspirant de la manière dont le jeu crée son expérience avec les utilisateurs, sans devoir aller jusqu'à l'IA, tirer la grosse Bertha. Bon, il y a le rôle des assistants personnels, où en fait on a pris Cortana comme exemple parce qu'il est très documenté, mais en fait il y en a plein qui sont interpellants. Là, comment est-ce que je évolue dans un environnement urbain à partir d'un guide qui vient enrichir mon expérience, l'accompagne, quelle modalité d'interaction je peux mettre en œuvre. Là, il y a certainement des choses à aller piocher. La création de contenu, comme je viens de montrer dans ce dernier exemple, finalement, est-ce que je peux mettre en capacité les citoyens d'aller plus loin dans leur analyse de la ville parce qu'ils vont en jouer des parties, des morceaux, comme on l'avait vu dans l'exemple de Chinatown, ou à l'inverse, c'est des thèses qu'on retrouve beaucoup dans le milieu gamer, de dire le joueur peut résoudre des problèmes si je lui donne les bons défis, et donc pourquoi pas le mettre en situation de jouer des choses et de créer de la connaissance. Si on continue, si ça veut bien. Oui, on avait encore 2 autres pistes qu'on trouve intéressantes. Il y a l'idée du jeu pour recruter, alors qui est plus ciblé, mais qu'on retrouve en fait dans certains applicatifs déjà, d'utiliser le jeu comme une manière de tester des performances. Et donc, notamment l'armée américaine qui travaille déjà de cette manière. Donc on peut aller dans d'autres types d'usages. Et puis, peut-être de manière analogique, se dire finalement, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est un peu une critique qu'on pourrait formuler quand nous, on est en quête de créativité, se dire, mais finalement, le jeu, c'est trop facile, c'est une mécanique un peu diabolique qui nous emmène en 15 minutes, parce qu'aujourd'hui le temps de jeu c'est 15 minutes, hein, ça va être le référentiel, c'est un
un morceau de parcours de mobilité, même s'il n'est pas pratiqué par tous, c'est un référentiel. Comment je crée une expérience captivante en 15 minutes? Mais ils y arrivent très très bien. Donc là, il y a aussi un truc intéressant en termes d'expérience de pratique d'un lieu. S'ils arrivent à rendre 15 minutes absolument captivantes, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas toujours dans une ville où on s'ennuie, où on ne s'amuse pas, voilà. Donc là, il y a quelque chose d'inspirant à aller récupérer aussi sur ce sujet finalement détourné de l'IA. Deuxième thématique sur les quatre, la mobilité. Là aussi, en étant assez macro, finalement, les options sont assez limitées, sont assez simples. Je déplace mon avatar sans aide, donc je cours, je marche ou je trottine, mais ça s'arrête un peu là. J'ai des formes extrêmes de déplacement. Batman dans Arkham Knight qui va voler. Là, on est dans Saints Row et donc il peut faire des sauts absolument gigantesques. Ou dans Mirror Edge, je vais avoir la Red Line qui va m'accompagner dans mes modalités de déplacement. L'avantage avec les jeux vidéo, c'est que je peux avoir tous les outils que je veux pour me déplacer. Vous voulez faire un vol à dos de Griffon, c'est possible. C'est un peu plus compliqué à Paris, mais là, ça marche bien. Donc, on a un panel de mobilité d'outils accessoires qui est assez impressionnant. Et on a évidemment la téléportation qui est parfois nécessaire. Notamment des fois intrinsèquement parce que la taille de la ville est trop grande et qu'il n'y a aucun autre moyen de déplacement qui serait narrativement suffisant pour m'amener à déplacer d'un point à un autre. L'idée qui est intéressante là-dedans, c'est que ça ne doit pas non plus être d'une fluidité absolue. Donc il y a une forme de résistance de la mobilité qui doit s'adapter à l'avancement du joueur. Et donc là, on retrouve encore un peu cette métaphore de la narration et de l'univers ouvert. On va dire d'un côté, on a une mobilité géographique. Je découvre les cavernes, j'ouvre des portes, je me balade, je cartographie ça, on va revenir dessus. Et j'ai le flow pour accompagner le joueur et l'avancement. Donc en fait, c'est le croisement de cette mobilité géographique et de l'avancement du personnage à titre individuel, comment est-ce que mon avatar évolue, que je vais avoir cette espèce de résistance qui fait que c'est un jeu vidéo et que je suis content d'avoir réussi à avancer. Ça soulève des questions techniques qui nous ont beaucoup amusés. Si je mets 100 personnes dans une rame de métro, on se sent tous entassés. Et en MMORPG, je peux avoir 100 millions de personnes qui jouent en même temps et qui se retrouvent tous dans la taverne, dans la même taverne au même moment. Et donc la question à 100 millions, c'est comment est-ce que je fais pour gérer ça? Comment est-ce que je mets 10 000 joueurs qui ont la même interaction avec le barman au même moment pour aller chercher le même objet? Et donc là, il y a deux solutions. La première qui est d'empiler en fait les univers. Donc je décide que mon nombre limite est de 60 personnes et après je recrée un serveur et un univers qui est exactement le même, où les gens vivent la même interaction mais sans le savoir. Donc ça, pour les joueurs dans la salle, c'est quand je me log sur un serveur français ou américain, j'ai un monde, un univers entier qui est entièrement recréé sur un serveur physique et que je vais multiplier ces univers-là en fonction de l'avancement et du nombre de personnes qui viennent dans le lieu. C'est compliqué pour nous, je dis une fois qu'on est monté en hauteur, en vertical ou qu'on est descendu, il y a plus les opportunités de recréer de la surface entre guillemets n'existent plus. L'autre option, c'est des univers ouverts totalement comme EVE Online qui sont quasi littéralement infinis. Où là, des planètes, il y en a, je peux 1 milliard, 1000 milliards. Il y a des gens aussi qui essaient d'explorer, mais c'est peine perdue parce que c'est de la génération procédurale et ça va continuer de manière infinie. Je passe rapidement, donc là il y a des chercheurs qui ont publié, vous retrouverez ça dans le papier. Il n'y a pas 60 typologies de mobilité dans les jeux vidéo, il y en a 5. Il y a la mobilité épreuve, qui est celle de notre livreur Uber. Je me déplace d'un point à un autre, je dois le faire dans un temps donné et j'ai une rémunération. Il y a la mobilité conquête, qui est très connue évidemment, je m'approprie du territoire, qui peut être une jolie métaphore de la manière dont on construit en banlieue. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter en banlieue, dans un territoire entre guillemets perdu de la République, je ne sais pas. On va avoir la mobilité travail, donc je me déplace sur les toits pour tuer quelqu'un, mais ça reste un travail. Donc j'ai un déplacement purement travail, qui est autre que la mobilité épreuve. La mobilité exploratoire, qui est quelque chose qui est très fluide, qu'on a un peu oublié. Quand je fais Paris-Nantes sur l'autoroute, je roule à 130 et je vois les villages à côté, mais je ne vis rien, je ne suis pas immergé dans ce qui se passe à côté, donc je perds cette notion d'exploration. Et une mobilité qui nous a surpris, un jeu notamment qu'on a beaucoup apprécié, qui s'appelle Flower. Et c'est un japonais qui fait ça, qui a 3 jeux comme ça qui sont sublimes, où on ne fait rien à part se déplacer. Donc là, vous êtes le vent, vous soufflez sur des fleurs et vous vous promenez. Voilà, j'ai joué 3 heures à souffler sur une fleur et c'était incroyable, c'était poétique. Je vous en parle, je suis encore content de ce que j'ai vécu. Et c'est un peu inattendu en fait ce sentiment-là. Et donc il y a des jeux qui offrent ce type d'émotion autour d'une mobilité qui est totalement inattendue. Souvenez-vous la dernière fois où vous avez vaqué dans Paris juste pour le plaisir de vous balader. Voilà, je vois quelqu'un qui dit il n'y en a pas. On accompagne la mobilité de 3 manières. Il y a une pratique qui est très intéressante qui s'appelle le low mowing, qui est en fait le passage de tondeuse à gazon
Et donc, il y a un blog qui s'appelle Mapstalgia qui est génial. Vous avez des cartes entières de Doom, de tout ce que vous voulez, de tous les jeux, les jeux possibles. En fait, les gens dessinent des cartes et puis ils passent la tondeuse en fait, et ils ouvrent les portes une par une, puis ils les redessinent. Et donc, on s'approprie la ville de cette manière-là, en la recartographiant. On peut offrir des outils. Donc là, Mirror Edge, je vous parle de la line depuis tout à l'heure, mais Mirror Edge offre la possibilité de se balader dans la ville en verticale. Et le jeu, l'IA, vous offre des zones de parcours type. Donc là, c'est affiché en rouge. Sachant que pour les bons joueurs, ils savent que c'est pas ce qu'il faut prendre, c'est pas le plus efficient. Une fois qu'on est bon, on trouve l'alternative à la chose. Et finalement, on contraint la mobilité par l'environnement. Dans Fortnite, quand le gaz apparaît et que vous devez vous retrouver au centre du jeu, quand on fait une Battle Royale, l'environnement vous contraint à aller vers un lieu. Les développeurs de Fortnite, ils disent notamment que quand ils construisent des villes dans un environnement, c'est un appel. Tout le monde, le premier truc que fait un être humain dans un jeu vidéo, c'est qu'il va à la ville. Vous ne me demandez pas pourquoi, mais donc du coup, c'est un pôle, un centre d'attraction dans le jeu vidéo qui fait qu'il va se passer quelque chose et c'est automatique. On ne part pas à l'opposé de la ville, au pôle sud. Il y a peu de personnes qui vont se balader de manière volontaire. Même exercice, hein, si on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour projeter dans autre chose. Il y a une première chose, c'est le caractère spectaculaire de mobilité. Spectaculaire au sens, voilà, on est sur des mobilités qui échappent à la verticalité, à l'horizontalité classique des mobilités au ras du sol. On est dans des formes, le fameux parcours, on est des formes verticales. On triche avec la ville, on la hack, on la vole, on a les clés de la ville littéralement. Donc là, il y a un spectre de mobilité qui est interpellant, à défaut d'avoir aujourd'hui à nouveau trouvé des formes d'application très, très concrètes, mais qui pourraient être visitées. Il y a évidemment cet enjeu énorme de la stratégie cartographique, où là, il y a une littérature déjà conséquente sur la diversité des formes. Alors, ce qui est toujours un peu interpellant, c'est qu'on ne sait plus très bien si c'est le jeu vidéo qui est un moyen, un peu comme un cheval de Troie, de nous habituer à des formes de mobilité et des formes de cartographie, où finalement c'est un moyen pour des développeurs de tester des formats, ou si vraiment c'est pendant le jeu vidéo qu'on crée les choses, plutôt vu au final la première hypothèse, c'est-à-dire que même le Fog of War dont on parle beaucoup, finalement, au dernier recours, on trouve toujours quelqu'un qui a dit « bah oui, ça avait été inventé à tel endroit ». Et le jeu vidéo l'a un peu testé ou généralisé ou pratiqué. Donc voilà, c'est de nouveau peut-être un peu moins disruptif que ça en a l'air. Il y a des formes d'expérimentation de ville qui sont interpellantes dans les mobilités. On ne l'a pas évoqué ici, mais il y a un jeu qui est vraiment très, très inspirant. C'est The War of Mine, qui raconte la vie de personnes qui doivent, dans une ville en guerre, arriver à survivre. Donc c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il raconte une expérience de la ville qui est absolument différente. Et donc ce jeu a quand même cette capacité finalement de nous mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre que l'usager classique. Et là, il y a un potentiel qu'on retrouve dans certains projets, notamment des jeux un peu plus confidentiels, qu'on va utiliser pour faire de la négociation de politique publique. À nouveau, j'y reviens. Il y a des jeux aux Pays-Bas sur la gentrification, par exemple. On va aider à représenter les effets de la gentrification sur un territoire par le jeu. Donc voilà, ça vient aider à représenter des choses qui sont invisibles par ailleurs. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis, ce qu'a évoqué tout à l'heure Nicolas, le fait que finalement, le jeu gère effectivement, de facto, des milliers, voire bien plus, joueurs au même moment. Alors, ils ont une facilité, ils ont une astuce, c'est qu'ils ont des mondes virtuels, mais quand même, il y a des connexions entre ces mondes, ils ne sont pas que parallèles, ils se relient. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette forme de logistique des grands nombres que le jeu arrive à faire, et comment est-ce qu'on pourrait s'appuyer là-dessus pour penser ces mobilités des très grands nombres dans la ville. Dernier élément qu'on voulait vous partager dans le cadre de la conférence, tout ce qui tourne autour de la résilience et du climat. Quand Léonard nous a donné le challenge, c'était pas évident. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va trouver. C'est d'autant moins évident que finalement on a deux visions assez caricaturales quand on sort des représentations classiques de la ville, qui sont d'un côté la ville post-apocalyptique, post-apo, et d'un côté la ville futuriste. Donc l'avantage de la ville post-apo, c'est un chaînage narratif. Je commence en disant il y a eu un accident nucléaire, fuyez chers gens, et allez voir ailleurs. Ça me permet de géographiquement délimiter des zones, interdire l'accès, ou de définir des zones où je dois aller me ressourcer mais qui sont dangereuses. Donc ça, c'est un peu une base narrative. Après, on se rend compte que les développeurs font très bien leur travail. Il y a eu 2 recherches surprenantes qui ont analysé en fait la vision d'une ville post-apocalyptique et qui ont essayé de voir si c'était réaliste. Donc les chercheurs sont allés très loin. Ils sont allés vérifier si les plantes qui poussaient 30 ans après la bombe atomique étaient des plantes qui devraient pousser à ce moment-là. Et globalement, la vision qu'on a, les visions sont extrêmement réalistes, sont très proches de ce qu'on vivrait effectivement 30, 50, un siècle, voire, j'ai oublié le nom du jeu, il y a un test à 40 000 ans où on vous dit qu'est-ce qui reste, et vous avez juste une vision superbe avec des carcasses d'acier gigantesques, des ptérodactyles qui volent. Enfin, c'est assez stupéfiant de voir ce travail-là.
À l'opposé, on a toujours cette vision très archétypale, très futuriste, très propre, qui n'est pas sans rappeler la Smart City, hein, ce truc un peu clean, un peu magique, où on a toutes les données sur tout le monde. Et ce qui fait qu'en fait, la narration, autant elle est facile là-dedans, parce qu'il est debout sur sa voiture, et pour passer juste de l'autre côté, il en a pour 10 minutes. Là, tout marche bien, tout est fluide, donc c'est compliqué. Et donc du coup, on va faire une narration qui va être politique, par exemple. Dans Mirror Edge, tout est propre, tout est bien fait, mais du coup, je vais devoir échapper à la surveillance et passer par les toits. Parce que la ville est tellement propre, tellement bien faite, que finalement, j'ai pas grand-chose à amener en termes de narration. Donc l'enjeu est ailleurs, en termes de narration et de gameplay. Et surtout, ce qui nous a vraiment frappé, c'est la manière dont les jeux commencent maintenant. On va vous donner 3 exemples. De plus en plus, à limiter les joueurs, à les contraindre dans le cadre d'un monde qui est quasi fini. Et on a des termes qui arrivent qui sont de dire finalement, plutôt que de viser la croissance absolue comme dans Civilisation, est-ce qu'on peut essayer de penser équilibre? Donc dans le dernier opus de Civilisation, vous avez littéralement des réunions mondiales où on vient de négocier des espèces de quotas à construire, des quotas de CO2, des quotas, etc. Ce qui donne évidemment à certains joueurs la capacité de faire le passager clandestin, de dire oui, oui en négociation et de partir et de ne pas le faire. Donc on retrouve des comportements de prédateurs de la vraie vie dans des environnements virtuels qui sont pourtant là normalement pour médiatiser ces aspects-là. On a un exemple moi, qui nous a beaucoup fait sourire, qui est Minecraft. Donc Minecraft, vous savez, c'est une communauté assez développée par une communauté des gamers. Il y a beaucoup de mods, on appelle ça de modifications. Et il y en a un qui s'appelle Global Warming, qui a été mis dedans. Et c'est intéressant parce qu'on voit littéralement ce qu'on a construit brûler si on fait n'importe quoi. Et donc ils l'ont proposé dans le jeu. Quelques joueurs ont commencé à jouer avec. Ça n'a pas eu un succès massif. Hein. Je ne vous cache pas, c'est plus rigolo de faire n'importe quoi que d'être limité par ça. Mais ils sont en train de reconstruire dans le jeu, avec des mods, des quotas de CO2, des productions globales, et de reconstruire ce qu'on vit actuellement. Ce qui amène quand même à des obligations. Donc il y a de plus en plus de jeux, ça c'est Echo, qui a pour parti pris de dire vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, le jeu est fini, et on va vous juger justement sur la qualité des interactions et de vos constructions, et la manière dont vous le faites avec vos pairs, et sur une espèce dans un monde fini, comment est-ce que vous arrivez à équilibrer toutes ces choses-là. Donc on voit depuis quelques années quelque chose qui est vraiment en train de fondamentalement changer dans la relation à ces city builders, entre autres, mais avec un enjeu clé qui est que les analystes nous disent ouais mais c'est des jeux qui sont pas drôles en fait. Et donc dans ce jeu-là qui s'appelle Fate of the World, qui est spécifiquement orienté vers ces questions-là, il n'y a même pas la moitié des gens qui finissent le tuto, tellement c'est chiant en fait, c'est pas drôle. Et donc du coup c'est un sujet de fond qui est de se dire finalement je veux immerger les gens, je veux communiquer des enjeux liés au climat, mais le jeu en tant que tel n'a pas l'air suffisant. Donc il y a des gens qui ont trouvé des hacks, et donc il y a deux représentations qui nous ont beaucoup plu. La première c'est de dire finalement, et si je montre un futur positif, alors la photo est pas bien, enfin le type il est avec une arme et ils sont en train de se tirer dessus, donc le futur positif, mais vous voyez derrière qu'il y a des panneaux solaires, et c'est un des rares jeux qu'on a trouvé, c'est Arma 3, pardon, en l'occurrence, oui, bon, la prise de vue là, il y a des scènes absolument incroyables où on se rend compte qu'en fait il n'y a plus d'enjeux thermiques, d'usage d'énergie thermique dans tout le jeu. On voit de l'hydraulique, on voit de l'éolien, on voit des panneaux solaires partout. Et sans le savoir, on est immergé dans un monde dans 30 ans qui a réussi sa bascule énergétique. On peut en débattre pendant des heures, hein, mais c'est une visualisation, un rendu d'un monde qui a fait une bascule complète, même si dans ce jeu-là, c'est un FPV, vous tirez sur tout le monde. Ça, honnêtement, c'est un jeu, je vous encourage à aller voir. Enfin, pas le jeu, c'est Fortnite ou Echo. Le type que vous voyez là est l'ancien conseiller, j'ai oublié si c'est Obama ou Bush, pour l'énergie. C'est un prof du MIT. Et en fait, ils ont créé ce qu'ils appellent la Climate Fortnite Squad. Et en fait, ils hackent le jeu. Donc, ils ont créé une équipe de gamers avec leurs enfants. Ils jouent à Fortnite et en fait ils pourrissent le jeu sur Twitch en ne faisant que des commentaires sur la RSE et l'enjeu de rouler en voiture électrique ou pas. Donc en fait plutôt que de commenter le fait qu'il a tué, qu'il est en train de gagner, il fait un cours en direct pendant 4 heures de jeu sur les enjeux. Et donc ils sont 4 dans l'équipe à se parler, à dire oui c'est vrai, t'as vu la dernière étude, etc. Et donc vous regardez le Twitch ou le YouTube en fait, vous suivez des gens en train de jouer, ils étaient tellement contents parce qu'ils sont mauvais hein, dans le jeu. Ils ont gagné un combat, ils l'ont posté, ils l'ont tweeté, ils étaient tellement fiers. Mais en fait ils viennent pourrir entre guillemets la vie des joueurs en ne parlant que d'écologie dans le jeu ils sont pas venus pour ça les autres, ils sont venus pour jouer à Fortnite. Donc c'est un hack, un détournement de jeu qu'on a trouvé assez intéressant et qui a fait un petit buzz, ça n'a pas un impact délirant mais ça a quand même fait un petit buzz sur la toile. Donc même exercice, hein, donc vous aurez compris qu'on peut tuer les gens mais c'est des panneaux solaires, tout va bien, c'est positif.
Donc, trois points qui nous ont interpellés, hein, que Nicolas vient de présenter rapidement. Finalement, ça reste un outil puissant de communication. Et c'est vrai que c'est une des forces premières finalement du jeu vidéo. C'est un outil, ça peut être un outil qui touche une audience en termes de représentation. Et donc, c'est vrai que les fameux panneaux solaires, c'est aussi une manière finalement de rendre naturel et évident des réalisations de mondes possibles. Et ça, on sait que c'est un enjeu important de naturaliser des visions, en tout cas de rendre crédibles à minima des visions d'avenir. Ça reste malgré tout un espace de créativité autour des modes. Et alors, quand on discute de ces sujets-là, à nouveau, on peut avoir une posture plutôt enthousiaste, c'est-à-dire regardez, c'est génial, les gens détournent, contournent, créent. À la fois, finalement, on se rend compte que les concepteurs ne sont pas toujours très agiles pour se réapproprier ces modes, en faire quelque chose. Donc, il y a une sorte de tension entre une créativité qui est rendue possible, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment une économie ou un effet d'échelle autour de ça? C'est moins évident, mais ça reste évidemment hyper interpellant. Et puis, en fait, une question fondamentale qu'on peut se poser, c'est tous ces jeux, à un moment donné, il y a des règles du jeu qui vont limiter le champ d'action des usagers, c'est le cas notamment des mods. Et là, il y a un vrai enjeu, on pense, de réfléchir à cette conception des règles des territoires dans lesquels les jeux se passent, pour peut-être autoriser d'autres formes d'interaction, d'autres formes de relations, d'autres formes d'expériences qui viennent appuyer des choses un petit peu plus positives, ou en tout cas inspirantes, ou tester des choses inspirantes pour nous. Alors on arrive au terme de notre petite exploration, hein, qu'on a voulu un peu rapide pour les besoins de l'événement. Voilà, l'exploration qu'on a partagée très rapidement, on a essayé de faire la caisse de résonance de ce qu'un ensemble de gens ont dit avant nous, et donc on vous invite à aller feuilleter le rapport qui évidemment cite tous ces gens, toutes ces communautés qui réfléchissent déjà à ces choses. Nous, notre job, c'était de se dire, tiens, qu'est-ce que l'on peut essayer de tirer comme conclusion pour cette perspective de concepteur de la ville? Est-ce qu'il y a des opportunités à les saisir? Et donc vous aurez compris qu'on a un point de vue qui n'est pas forcément dans un enthousiasme fou, mais on est quand même identifié un certain nombre d'opportunités. Et alors, si je devais les résumer très rapidement, on peut, si on reprend finalement ces trois piliers qui sont le joueur qui est aussi un citoyen par ailleurs, souvent, pas toujours ceci dit, le jeu en tant qu'espace créatif et la ville en tant que territoire, il y a des circulations intéressantes peut-être à faire grossir, hein, des fois qu'elles soient très présentes aujourd'hui. On va commencer par cet axe. Hein, il y a des éléments de communication, d'inspiration. Le jeu inspire, peut tendre vers des pratiques différentes parce qu'il va raconter des futurs pertinents, intéressants, interpellants. Et certains jeux ont cette vocation de venir chercher, apporter un autre regard au joueur. Le joueur qui, lui, peut aussi détourner le jeu, essayer d'en avoir des approches un peu différentes. On a vu des exemples dans notre dernier chapitre, en quelque sorte, hein, qui va finalement prendre les règles, en faire un petit quelque chose de différent et mettre en avant un point qui était inconnu ou masqué dans la pratique du jeu. Si on regarde la relation ville-citoyen, la ville, bon, j'ai eu l'air de critiquer un peu ce point parce qu'aujourd'hui, les données disponibles nous montrent que ce n'est pas aussi évident que ce qu'on a peut-être l'impression quand on lit la presse, mais en tout cas, ça reste un terrain de jeu pour pratiquer. La ville est un terrain de jeu pour pratiquer, mais dont l'urbanisme n'est pas forcément réfléchi pour ça. C'est un peu incidemment qu'on recrée des arènes, c'est un peu incidemment qu'on va exploiter un territoire comme étant plus propice à se réunir pour jouer. Donc là, il y a une vraie problématique finalement, et si la ville prenait au sérieux le fait qu'on y joue, pour voir des éléments de mobilier, des éléments d'espace public qui sont publics, non pas parce que les gens participent à un concert ensemble, mais parce qu'ils jouent ensemble, ce qui ne se voit pas aux non-joueurs, à la différence du concert où on voit qu'on participe à un concert, par exemple. Donc là, il y a des choses intéressantes, tout comme le fait que finalement, pour le joueur, de pouvoir vivre une ville authentique, c'est un vrai sujet. Hein. On voit qu'il y a des formes d'attachement, on voit qu'il y a une curiosité pour ça, on voit qu'il y a un intérêt. Et donc, comment faire pour que finalement la ville puisse être mieux présente dans les jeux? Quelle ville? À chaque fois, c'est un peu toujours les mêmes villes qu'on va retrouver, hein, comme dans la science-fiction. Hein. C'est toute une période Los Angeles, puis une période asiatique, puis voilà. Donc, il y a un peu à nouveau des archétypes qui dominent, et ce serait interpellant d'avoir d'autres villes, d'autres espaces qui se retrouvent dans les jeux vidéo. Et puis enfin, et on touche un peu à ces éléments de symbolique, il y a certains experts qui nous parlaient beaucoup de ça, de dire finalement, c'est un endroit pour une sorte d'image, hein, d'un territoire qui va s'exprimer à travers le jeu vidéo. Et donc, c'est revenu souvent, hein, je connais très bien une ville parce que j'y ai joué. Donc, il y a quelque chose d'interpellant finalement sur l'image de la ville, sa circulation, sa crédibilité.
qui est une sorte de marketing de ville, hein, si on veut le prendre très prosaïquement, et plus largement, c'est aussi une manière de communiquer l'image d'un territoire, de le rendre interpellant. Et le jeu a cette capacité finalement de tester des hypothèses parfois un peu radicales sur la ville, hein, dans des formes d'expérience d'usagers un peu différentes, en allant tester des hypothèses de verticalité, etc. On en a présenté quelques-unes. Donc il y a pour les villes aussi une opportunité finalement, une sorte d'avoir un petit laboratoire, mais qui a le défaut de ne pas être forcément très agile. Ça coûte assez cher de représenter une ville en jeu vidéo, mais qui quand même interpelle sur ses allers-retours. Donc voilà, on vous partage des axes de valorisation potentiels, et puis je pense qu'on a encore un petit peu de temps peut-être pour ouvrir le dialogue. Je suis sûr qu'il y a je reconnais des experts parmi vous du jeu vidéo qui sont plus que légitimes à avoir un point de vue opposé au nôtre ou complémentaire. Donc à vous. Merci Nicolas et Olivier, on peut les applaudir, je crois. Et sans attendre, je pense que vous êtes impatient de poser effectivement vos questions, de rentrer, pourquoi pas, dans le débat. Et je veux vous faire circuler le micro à qui pourrait vouloir... Alors, Sacha, on a donc Sacha qui est juste là, qui est game designer et qui a été un de nos répondants et qui ne connaît pas le rapport. Donc, il vient de découvrir le résumé. Exactement. Bah, déjà, super. Voilà, je suis très impressionné parce qu'il y a un vrai travail de fond et en même temps, justement, cette relation toujours avec la ville, on ne perd pas le sujet. Après, moi, effectivement, ayant travaillé pendant très longtemps dans les jeux vidéo, je peux dire effectivement, bon, ce schéma est très, très parlant parce qu'effectivement, on a divertir. Effectivement, l'enjeu du jeu vidéo à l'heure actuelle, c'est le divertissement. Et en fait, finalement, les moments de contact avec les vrais questionnements de demain, c'est quand les développeurs créent les moyens de l'émergence. On parlait tout à l'heure de Fortnite. En fait, finalement, Fortnite, oui, il y a énormément de règles, c'est très contraignant. Les villes, évidemment, oui, il y a une attirance. Là, je peux répondre pourquoi il y a une attirance sur les villes, parce qu'effectivement, ils ont, par le système, dit c'est là où il y a le plus d'objets à récupérer. De façon un peu naturelle, bah oui, il y a des magasins, donc il y a des objets, etc. Donc on est toujours dans le même code. Mais par contre, eux, ils ont créé aussi la capacité de construire, finalement, pas forcément des villes, mais de construire de façon très temporaire et très spontanée, dans un contexte très, très martial, malheureusement. Mais effectivement, c'est quel usage je vais faire maintenant de la possibilité de faire apparaître une structure en plein milieu d'un champ. Donc à mon avis, pour moi la réponse en tant que game designer, je connais, et après là peut-être que je vais m'inscrire, je vais me faire huer, mais oui, il y a une faiblesse dans le jeu vidéo, dans le traitement de la ville, mais dans d'autres problématiques aussi. C'est-à-dire que GTA c'est ultra réaliste et finalement ça devrait nous renvoyer au visage que finalement on vit dans ces villes. Quand il y avait un commentaire sur oui, on sent très bien qu'on est dans un quartier défavorisé, etc. Oui, finalement c'est nos villes. Comment le fait de naviguer dans ces villes nous renvoie justement notre façon de traiter différentes catégories sociales au sein de la ville. Donc à mon avis, moi la réponse c'est juste effectivement, et c'est la mouvance actuelle, c'est de créer des systèmes qui vont permettre l'émergence par les joueurs. On parle de Minecraft, typiquement Minecraft c'est un système. On parlait tout à l'heure aussi de Red Dead Redemption avec l'histoire du canard qui tombe, en fait, où on peut parler aussi de Zelda, où c'est finalement des systèmes basés sur la physique réelle, ou sur des interconnexions, des interconnectivités existantes et qui existent, qui respectent la loi physique ou qui respectent aussi des tendances de comportement, on va dire, quand on parle de l'humain. Et effectivement, donner tous ces outils malgré tout dans un cadre au départ, ça permet, donc, ce que je disais, effectivement, l'émergence, c'est-à-dire hacker le système. C'est quand on donne l'opportunité, le joueur, par définition, en tout cas pas le joueur qui a juste envie de se divertir 15 minutes, mais celui qui a envie d'aller creuser un peu plus, il trouvera les moyens de hacker le système et de dire maintenant qu'est-ce que je peux en faire. Et ensuite aussi, là il y a une réalité, et après je terminerai là-dessus, c'est qu'effectivement les développeurs de jeux vidéo n'introduisent pas, ils sont en attente. La ville est un héritage, la ville a une histoire et ils se doivent de la respecter ou de l'extrapoler selon l'imaginaire collectif. Donc effectivement, c'est aussi il y a une sorte de foule à poule entre ce que eux ils viennent puiser dans l'imaginaire de commun, collectif, et effectivement ils sont en attente de voir effectivement les nouveautés, les machines volantes, la téléportation. Ça effectivement on est plus dans l'heroic fantasy, dans la magie, et ils ne proposent pas encore justement, je pense qu'ils ne s'acculturent pas suffisamment
aux enjeux, à ce qui existe, aux technologies de demain, et ne serait-ce que pour les faire toucher du doigt et de dire que finalement une ville elle pourrait fonctionner différemment. Principalement justement dans les city builders, les SimCity, où effectivement on est encore beaucoup à l'usine nucléaire, au thermique, à l'énergie fossile, etc. Donc effectivement il tendrait à aller voir un peu plus loin et d'aller sortir un petit peu justement du cadre du jeu. Je pense qu'effectivement il y a légèrement une sorte d'enclavement du savoir dans le jeu vidéo, mais ça change quand même. Il y a quand même des initiatives qui existent pour aller chercher à l'extérieur. Voilà, c'était mes commentaires, mais super. Non, c'est un super complément, mais ça nourrit cette histoire de l'œuf et la poule, c'est éternel. Hein. À chaque fois, on se disait, mon Dieu, ils représentent une ville, qu'est-ce qu'ils innovent? Quand ils innovent d'une manière un peu classique, on dit, oui, ils n'ont pas vraiment innové. Donc le sujet est super complexe. J'aime beaucoup le sujet de l'émergence et du hack. Quand tu penses à Fortnite, c'est les shelters, on peut construire le petit truc qu'on va défendre pendant 4 heures de jeu, etc. Et qu'on va retrouver partout. Après, si tu regardes ça d'un œil de promoteur, ça veut dire quoi? Hacker ta ville? Qu'est-ce que tu laisses est-ce que tu laisses une dent creuse dans une ville? Est-ce que tu laisses un territoire un peu défriché? Ou est-ce que tu permets à des gens, intrinsèquement dans la structure du bâtiment, de pouvoir interagir? Dès qu'on tague un mur, on l'enlève dans la ville. Donc, dire quelle est la porosité entre les deux. Donc, c'est pas évident, tout ça c'est en construction, mais ça reste un joli sujet, cette histoire d'émergence. On n'en a pas parlé, mais il y a des pratiques plus réalité augmentée. Pokémon Go, on l'a trouvé, mais géocaching, pour ceux qui connaissent, on a interviewé des gens, c'est juste absolument incroyable, des gens qui vous disent qu'ils ont une pratique de la ville qui est liée. Tout le monde connaît géocaching? C'est une application, on vous donne des devinettes. Il faut trouver des objets dans la ville et puis c'est rien en fait, vous trouvez l'objet, vous mettez votre nom, la date et vous remettez l'objet et vous le cachez. Donc dans la fontaine de Trévise, dans la tête du dragon, il y a une petite cachette. Il y en a certainement 50 à côté de chez nous. Là, tout de suite ici, il y en a partout. Dans la Loire, sous le pont principal à Nantes, il y a une bouteille au bout d'un fil et les gens l'enlèvent, écrivent, remettent le truc et c'est juste la communauté des géocacheurs qui connaît ça. Et ça c'est intéressant parce que ça amène des découvertes de la ville différentes. C'est une pratique qui est émergente, qui est avec une communauté très particulière. Et quand on interviewait des gens, c'était par exemple des commerciaux qui disaient « Moi, je ne veux pas aller voir des bières tout seul le soir. Je préfère me balader dans la ville, dans le jardin des plantes et découvrir un truc que personne d'autre ne connaît, ce truc un peu caché. » Donc ça, clairement, je pense que c'est assez prometteur, ces démarches-là. Est-ce que quelqu'un d'autre ouais. Déjà, merci pour cette belle présentation. En fait, vous avez touché du doigt un petit peu à la fin avec le sujet de l'émergence, de la projection dans des mondes à la fois complètement détruits suite à une catastrophe ou une projection dans cette espèce de monde un petit peu néo-punk, hyper fluide. Et il y a un sujet finalement que vous n'avez pas abordé, il me semble, sur la ville. La ville, c'est la rencontre des citoyens, c'est un lieu éminemment politique, d'organisation sociale. Et j'aurais aimé savoir si au travers de votre recherche, vous avez pu voir comment le jeu vidéo pouvait être source d'inspiration, de tests ou de critiques sur des modes d'organisation sociale. Et je pensais à un jeu, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment fait, mais il y avait une projection, c'était un jeu du studio Ankama, qui est un studio français, le jeu s'appelait Wakfu, et ils avaient volonté à mettre en place, de permettre aux joueurs de créer le modèle d'organisation politique qu'ils souhaitaient. Voilà, s'il y a des choses dans ce genre-là, ça m'intéresserait. Merci. Alors à nouveau, on trouve les deux extrêmes, c'est-à-dire à la fois ce que Nicolas a présenté au tout début, des schémas narratifs qui imposent de trouver les trois pouvoirs, etc. Donc ils sont plutôt hyper conservateurs à ce niveau-là. Et à l'inverse, il y a effectivement des expérimentations qui sont assez interpellantes. Et donc nous, on a plutôt été interpellés par des expérimentations de type démarche participative et citoyenne qui permettent de rendre visibles des mécanismes sociaux qui sont parfois très dommageables et de les rendre visibles dans le jeu. Il y a un jeu dont le nom m'échappe, mais bon, je ne vais pas tout renvoyer au rapport, mais il me reviendra quand vous serez parti évidemment, mais où on voit vraiment en direct les enjeux de la gentrification fluctuer sur un espace qui est très symbolisé, mais peu importe, qui permettent de rendre compte d'effets de spéculation sur l'immobilier d'un territoire. Donc là, clairement, on est dans une forme de design critique qui s'expérimente par le jeu.
Et donc on peut aller dans des expérimentations qui peuvent être plus radicales. Maintenant, sur ces éléments-là, ce qui apparaissait quand même globalement, et ce qui reste interpellant, c'est que sur la masse des jeux vidéo, sur l'essentiel des mécaniques, sur les gros studios, quand ils s'expriment sur comment ils construisent, eh bien, il y a une sorte de volonté de cadenasser toutes ces choses-là. Pas tellement pour des raisons politiques d'ailleurs, mais plutôt vraiment pour des enjeux de jouabilité. Et donc plus on est dans le stéréotype, plus ce sera jouable, et donc plus facile ce sera approprié. Donc il y a des initiatives intéressantes, locales, mais dont on a à chaque fois vu qu'elles n'avaient pas forcément essaimé ou été reproduites. Pareil, il y a pas mal de city builders alternatifs qui permettent justement de regarder autrement la manière de concevoir une ville, d'avoir d'autres variables, des variables plus vertes, des variables plus participatives, voilà. Mais qui sont des one-shots et dont on peut se demander légitimement si à un moment donné c'est pas non plus un effet d'annonce ou un outil de communication finalement, ou voire, on l'a vu chez certains jeux aussi, une manière de faire passer des messages en faisant jouer les gens, et les gens sont piégés dans les résultats qu'ils ont de leur jeu, comme si finalement, bah voilà, vous voyez, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous n'y arrivez pas, donc faites-nous confiance, on va le faire à votre place. Donc ça a double tranchant aussi dans cette idée de faire jouer pour expérimenter. Et après, c'est pas tant politique que ça relève moins du politique que du management, mais moi, ce qui m'a fasciné sur un jeu comme Marvel Contest of Champions, par exemple, il y a des équipes qui sont sur Line. Donc Line, c'est un WhatsApp pour gamers, je caricature. Et il y a des Coréens avec des Américains et des Français qui jouent ensemble, qui se sont jamais vus, qui ont une fluidité incroyable et qui se retrouvent à l'heure dite zéro, partagée évidemment avec le décalage par tous, sur une zone de combat pour un combat qui va durer 1h30, avec un niveau d'exigence qui est juste incroyable, ça relève de l'armée, et qui ont trouvé sur le tas en fait, des modalités d'opération qu'on ne retrouve pas dans une entreprise avec un type qui a un bureau la porte à côté. Et donc c'est assez intéressant de voir dans le réel comment les gens s'organisent pour aller jouer dans le virtuel. Donc ça relève plus du management que du politique, mais là aussi il y a beaucoup de choses dans la sociologie des joueurs à aller chercher, c'est super riche. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, ça fait plaisir de voir quelque chose comme ça d'exhaustif qui dresse bien tout le panorama. J'aurais des petites questions ou 2-3 remarques qui me viennent. Moi je fais des jeux depuis 10 ans, j'ai fait mon sujet de thèse sur jeux vidéo, bref. Sur la problématique de la fréquentation de la ville, je pense qu'elle est très importante à 3 niveaux. Premièrement, sur les espaces de production de jeux vidéo, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est comment finalement c'est une industrie globalisée, mais où l'unité de base c'est la ville, pour des raisons multiples de gestion de projet, de teams qui partent d'une équipe vers une autre, mais qui ont besoin de vivre sur place. Donc je pense qu'il y a des traductions du rapport à la ville qui seraient intéressantes. Il y a certainement aussi un travail sur le level design, qui est peut-être le point qui doit être dans le rapport, voilà, qui est très central dans le jeu vidéo, que vous évoquez à un moment donné du côté du flow, sur la progression, etc. Je renvoie à ce que j'ai beaucoup aimé sur la ville comme espace narratif. Je pense notamment à GTA 4, qui traduit bien justement la mobilité ou l'immobilité sociale du joueur, du héros, du protagoniste qui est toujours à la périphérie du centre de la richesse, et comment les mecs de Rockstar, qui sont les maîtres, on va dire, en termes d'écriture, de level design et de narration, ont traduit ça. Et un petit commentaire sur un jeu qu'on avait fait, où on avait pris la ville comme sujet. C'était une ville dans le nord du Canada qui s'appelait Fort McMurray. Et on avait pris au début la ville, puis on s'était rendu compte que c'était l'espace social qui était super intéressant. Toutes les politiques publiques à l'œuvre, comment les corporations américaines et de pétrole impactaient cet espace-là. Donc c'est pour ça que j'aurais voulu savoir si vous aviez un peu travaillé cette idée-là. Non pas les villes représentées, parce que ce sont des circulations d'imaginaire. Finalement, GTA, c'est juste... Pourquoi New York ? Parce que c'est un New York qu'on a vu dans les films, donc c'est pas réellement New York, ou même dans les travaux de Philip Glass ou d'autres, hein, mais plutôt comment c'est un espace fréquenté. Vous avez évoqué notamment la fonctionnalité dans les MMO, la ville comme espace de transaction, de recherche, où on monte les teams, etc. Mais est-ce que vous avez vu d'autres nouvelles formes émergentes, peut-être en termes de mobilité, forcée, choisie, subie, voulue, ou même d'autres formes de fréquenter la ville ? Merci pour les questions. C'est là qu'on voit que c'est une expertise qui est assez extraordinaire. Donc, super chouette de vous écouter. Juste, pouvez-vous me donner votre premier point ? Pardon, moi, je fonctionne Le tout premier point, c'était oui. Bravo. Alors, le deuxième. Moi, je voulais oui, sur les espaces sociaux de production, et notamment, je pense à des villes comme Montréal, comme Singapour, mais même en France, Bordeaux, Paris, Lyon, Montpellier, comme le lieu de là où on crée les jeux. Oui.
Je vais juste rebondir sur 2 points, je donnerai la parole à Nicolas. Mais sur le premier, c'est effectivement un sujet qui est hyper intéressant, puis qui dépasse en fait le cadre du jeu vidéo, et qu'on pourrait tout à fait appliquer au monde des applications, par exemple, au monde de l'UX design, hein, qui est très localisé pareil. Et on voit dans d'autres secteurs d'activité que des expériences qui se vivent en fait dans des banlieues de villes de province sont conçues par des Parisiens trentenaires qui vivent en centre-ville et qui n'ont pas du tout l'expérience d'une mère de famille en province. Donc on est effectivement exactement là-dedans, et c'est hyper interpellant. Et du coup, ça va me faire rebondir sur le deuxième point, qui est qu'il y a un aspect intéressant, et si on quitte la ville finalement, parce qu'on pourrait aussi dire pour voir la ville, il faut voir d'autres types de représentations d'espace que la ville. Et typiquement dans ce qui va être des formes de futurisme, ce qu'on va appeler indigenism, futurism, tout ce qui est mouvement de réappropriation du futur par des mouvements indigènes nord-américains, beaucoup nord-américains quand même, pas que, mais quand même, ils sont très actifs, ils fédèrent pas mal d'énergie. On voit qu'il y a des représentations de formes de vie future qui sont hyper intéressantes, mais qui se passent dans des espaces socialisés qui sont très différents finalement de la ville, où ils vont, ou alors ils se mettent en situation de marginalité extrême et devoir reprendre place dans la ville, de devoir naviguer dans un espace qu'ils n'ont pas eux-mêmes colonisé, et c'est historiquement ce qu'ils représentent. Donc effectivement, on est dans la représentation, mais quand même, là, on revient un peu aux politiques aussi. Il y a 2-3 jeux qui sont développés, c'est plutôt des studios à nouveau canadiens, notamment auxquels je pense, mais qui vont utiliser ce média-là pour avoir une forme de conception d'imaginaire positive à destination d'une communauté qui n'a pas sa voix dans une culture populaire ou dans des médias. Et donc ça aussi, c'est interpellant de voir finalement autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les entre-deux, en fait. On a soit la ville, hyper-ville, soit des formes de nature, hyper-nature, et on a très peu de zones franches. Il n'y a pas de ghetto, enfin très peu de ghettos finalement, très peu de slums, très peu d'endroits de vie très pauvres. Donc voilà, ces absences sont aussi interpellantes, presque plus que les présences. Il y avait encore plein d'autres éléments de la question. Je ne sais pas si Nicolas a des éléments en plus. Et peut-être juste sur je ne sais pas si ça répond ou nourrit, mais on a été aussi frappé de voir que les éléments qui font que la ville est la ville sont pas toujours là. Il y a quand même beaucoup de jeux où les villes sont angle droit. Je veux dire, les jeux, c'est pas que lié au pixel, hein, j'entends, ou à la conception de l'époque. On voit pas d'arrêt de bus, on voit pas d'attente sur l'arrêt de bus. Il y a peu de gens qui attendent. Donc ces éléments-là que nous on vit comme très banals sont finalement peu représentés. Et il y avait juste, je sais pas non plus si ça répond, mais il y avait un film qui nous a vraiment marqué, qui était The Last Night, tu m'arrêtes, avec cette espèce de rendu qui était rare. On n'était plus dans ces 2 archétypes de ville. Je sais pas si vous voyez ce film-là, c'est très pixelisé à la Blade Runner. Et là, on a trouvé que l'esthétique de la ville en tant que telle était extrêmement attirante versus des visions hyper mainstream ou caricaturales. On n'en a pas trouvé beaucoup de cet ordre-là. Juste, il y avait aussi donc, la question de l'appropriation de l'espace public par les joueurs, effectivement. Et là, on a trouvé beaucoup moins de choses, d'études systématiques qui étaient disponibles. Après, c'est plutôt nos expériences dans nos projets où on est amené à vivre ça. Alors, ça va rester du coup anecdotique, mais il m'est arrivé sur un projet, dans une autre perspective, mais où on était sur les enjeux de jouer en ville. Et ce qui était assez interpellant de voir les petits arbitrages qui se faisaient sur j'ai 10 minutes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue un quart d'heure, quitte à prendre le bus ou le train suivant ou pas? On est quand même dans des espaces qui se densifient un peu, où finalement, au prétexte de enrichir une expérience, on va perdre un petit peu sur une autre. Et ça, c'est assez interpellant. Je disais tout à l'heure, on se rendait compte finalement que les explorations un peu extrêmes de la ville, genre je vais monter sur un monument, etc., je vais ouvrir une porte, bon, ça marche un temps, puis ça s'effondre. Par contre, d'avoir des formes de mobilité où plus facilement je vais commencer à faire des détours, où je vais commencer à emprunter des trajets différents. Ça, c'est des choses qui sont un peu interpellantes et qu'on pourrait presque même aussi connecter à cette présence massive des vélos en ville, puisque c'est aussi dans des sujets-là où on va retrouver. On a une étudiante à Audencia qu'on suit qui travaille sur l'impact des systèmes de livraison à domicile sur la conception des villes, et on voit que cette conception du temps vécu par les livreurs, c'est un temps joué, où ils vont jouer dans les trajets, ils vont jouer entre les trajets de livraison, et donc leur façon d'occuper l'espace n'est pas strictement liée à la pratique de la livraison. Elle devient un maillage un peu subtil entre le jeu et la livraison, et on ne sait plus très bien à nouveau lequel domine sur l'autre éventuellement. Donc vraisemblablement, on pourrait dire qu'il se passe certainement des choses dans cette façon de décider la mobilité des villes, peut-être aussi la capacité qu'on a de réfléchir nos parcours, puisque on parle de Waze, on parle d'autres systèmes qui sont des quasi-jeux sans être des jeux, finalement fait que l'option jeu est
plus facile à s'inscrire dans nos mobilités parce qu'on est toujours confronté à, en tout cas nous, qui avons les moyens, qui avons la possibilité économique, qui avons les moyens de mobilité, on arrive à arbitrer là-dessus. Donc je pense que c'est plus dans ces les coutures, hein, pour reprendre l'expression qui avait été donnée tout à l'heure, qu'il se passe des choses intéressantes. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai 3 questions pour vous. Premièrement, cette étude à laquelle vous avez fait référence, est-ce qu'elle est disponible en ligne? Est-ce qu'elle est consultable quelque part? On va vous donner le rapport. Oui, le rapport. On va vous le donner en papier là, et il sera sur le site de Léonard en français et en anglais, entièrement téléchargeable. Quand, je ne sais pas, là, Julien demain. Voilà. La deuxième question, en d'entre vous étant anthropologue, je m'aurais attendu que vous parliez plus sur la typologie des usagers, des joueurs et leur motivation. Je me demandais, est-ce que vous avez fait aussi une classification des joueurs? Vous avez identifié plusieurs catégories ou pas? Et la troisième question fait référence à ce que vous avez dit, que le jeu est fréquemment utilisé comme une stratégie de marketing. Et je me demandais si vous connaissez un jeu qui a été utilisé, par exemple, pour découvrir l'histoire d'un territoire ou raconter une ville. Merci. Je réponds à la question 2, donc non. Voilà, donc question non. Donc non, on n'a juste pas fait cet exercice. Voilà, il y a Emmanuel Boutet qui a fait ce travail il y a quelques années, il y a d'autres travaux qui existent. Mais nous, on n'a pas fait l'exercice de concevoir une nouvelle typologie, tout simplement. On ne s'était pas mis cette tâche-là. Donc je ne vais pas en dire grand-chose d'intelligent en plus. On pourra vous donner des références. Il y a des sociologies des gamers qui ont été bien écrites. Peut-être juste sur les jeux et le territoire, il y a des territoires et des musées qui évidemment développent des jeux spécifiquement. Donc ça, vous en retrouverez dans à peu près dans une bonne partie des régions. Vinci Autoroute même avait fait un jeu il y a 2 ans. Quand on passait devant des stations-service, on prenait des photos, il y avait des ballons et on avait accès à des drones. Donc il y a des choses assez intéressantes de cet ordre-là. Et il y a évidemment des jeux, Olivier en a un peu parlé, qui sont ultra représentatifs. Le Notre-Dame, on en a parlé, mais le Notre-Dame d'Assassin's Creed a été tweeté. Il y a des gens qui, les larmes aux yeux, tweetaient en disant je redécouvre et je retourne visiter Notre-Dame maintenant qu'elle est brûlée dans Assassin's Creed. Donc on a une emprise territoriale qui est extrêmement forte, dans le cas de certains jeux évidemment. On a été frappé par le réalisme et le travail dingue qui est mené par certains développeurs sur ça. Les représentations sont folles en fait, elles sont parfaites. Ouais, de là-bas. Ouais. Bonsoir, je me posais la question si vous aviez déjà travaillé sur des portraits de ces designers de villes, parce que finalement on se pose la question initiale de savoir est-ce que ces villes sont imaginaires, est-ce qu'elles sont source d'innovation, pour les comparer un peu au profil des créateurs des villes d'aujourd'hui, savoir à quel point ils sont différents et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de leur expérience pour être novateur dans nos villes. Et ma deuxième remarque, par contre, elle est plus portée sur la participation. En fait, c'est très engageant, les jeux vidéo. C'est fou à quel point, constater à quel point est-ce que les gens sont engagés dans la ville, alors que pour faire une réunion sur la participation et la démocratie participative pour concevoir le quartier de demain, il n'y a personne, quoi. C'est-à-dire, il y a 3 retraités, une assistante maternelle et des élus ou des anciens élus engagés. Et ce que j'ai noté au final comme qualité des jeux vidéo pour être attirant, pour se positionner sur des questions qui portent sur la ville, c'était la magnification. La ville qu'on a au final, vous l'avez dit, on souligne des aspects qui sont très beaux, des monuments, un jeu de couleurs ou autre chose, qui fait que tout d'un coup la ville devient belle. Il y a aussi les outils de navigation, la vision globale de la ville, la représentation de l'espace. C'est quelque chose que je pense qui est très fort sur la façon d'engager autrui sur ces questions, parce qu'on a une vision qui n'est pas forcément zoom in, zoom out aussi facile lorsqu'on vit la ville au quotidien. Et la question du récit aussi. En fait, on découvre que l'environnement qui nous entoure, il a une histoire et elle est forte dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, si je demande aux gens qui sont dans la salle s'ils se souviennent de tous les détails du chemin qu'ils parcourent entre leur domicile et leur travail,
je suis pas sûre qu'il soit capable de m'en dire grand-chose. Et du coup, finalement, le jeu vidéo, tout devient intéressant, tout devient occasion de chercher un objet ou une relation ou une histoire. Et enfin, il y a la question du pouvoir, à savoir les personnes qui jouent ont un engagement et il y a une réponse qui est tout à fait différente de celle qu'on peut parfois attendre des participations et des réunions de participation des citoyens. Donc ça, c'est ce que je retiens et ce que j'ai appris de votre découverte. Merci pour le commentaire. Et effectivement, il y a alors peut-être plus que le jeu vidéo, c'est le jeu finalement, ce que vous avez décrit, qu'on doit peut-être mettre en avant, parce qu'il y a une expérimentation qu'on a beaucoup aimée, qui est assez connue, qui s'appelle Pac-Man Manhattan, où on jouait à Pac-Man à Manhattan, mais à une époque où il n'y avait pas de jeux vidéo, et ils jouaient avec des cabines téléphoniques, et ils devaient prendre des messages depuis des cabines téléphoniques, sans évidemment utiliser le relais d'un applicatif ou autre chose. Ça n'existait tout simplement pas quand ils ont fait ce jeu. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il y avait quelqu'un qui jouait Pac-Man, d'autres les fantômes, autour d'une carte de Manhattan qui se courait après, ils devaient se toucher pour le manger. Et il y avait un call center avec 10 étudiants qui prenaient les coups de fil sur les cabines en disant attention, Olivier vient de se transformer en fantôme, il va te manger. Et donc ils couraient dans la ville déguisés en Pac-Man ou fantôme avec les SDF qui disaient fais attention, le fantôme est à gauche. Donc ils s'appropriaient vraiment. Excuse-moi, mais parce que le jeu a une ampleur assez folle en fait. Et du coup, on peut se demander si c'est vraiment le côté vidéo qui apporte ce supplément de participation, ou si c'est pas tout simplement plus largement le côté jeu, cette spatio-temporalité qui se détache un peu du réel tout en s'y connectant, qui crée une capacité de mobilisation. Après, il reste que les expérimentations dont on parlait parfois ont un peu ce défaut aussi. À un moment donné, il y a un coût à l'entrée qui est, on va jouer, mais est-ce que c'est vraiment fun? Est-ce que c'est vraiment engageant? Est-ce que c'est vraiment captivant? Et tous ces jeux qui se veulent participatifs impliquent des tâches dans le réel qui sont conséquentes et qui, du coup, effectivement, tendent aussi à écrémer. Donc, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être forcément la voie royale pour mobiliser. Ça l'est quand le jeu est un jeu pensé comme un jeu pur dans lequel on peut distiller des choses. Mais le défaut des démarches participatives, pour essayer d'être plus simple, c'est que parfois, à vouloir être participatif pour le participatif, on perd tout le bénéfice de cette capacité qu'a le jeu de faire jouer et de faire vivre des expériences qui sont engageantes. Et donc, on voit là-dessus qu'il y a des débats, tout comme est-ce que le fait d'être dans ces mondes qui sont un peu différents, on est meilleur ou pire que dans la vraie vie? C'est aussi une question qui est en filigrane. Et là, on a aussi des feedbacks qui sont dans les deux natures, des comportements de coopération, de formes d'altruisme qui paraissent assez interpellantes, qui ont tendance à oublier qu'en fait, on est altruiste dans la vraie vie. Mais bon, on l'est dans le jeu vidéo aussi, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est plutôt positif. Et à l'inverse, on voit où en très peu de temps, les joueurs dézinguent toute forme d'humanité de manière systématique et cruelle. Et c'est le plaisir du jeu également. Donc, à nouveau, on ne voudrait pas laisser entendre que le jeu vidéo est une sorte de monde merveilleux qui pourrait être un relais pour plein de choses. C'est une expérience qui a sa légitimité et qui tient sa légitimité dans le fait justement de ne pas être forcément assujetti aux règles de la vie qui sont les nôtres, en tout cas, d'avoir un espace de liberté par rapport à ça. Bonsoir, merci pour cette conférence, c'était vraiment très très intéressant. Moi je voulais juste rebondir sur ce que la dame à ma droite a dit tout à l'heure. Et je vois qu'elle est sur son téléphone, mais c'était juste pour revenir sur l'aspect sociologie et qui joue aux jeux vidéo et qui va consommer aujourd'hui du jeu vidéo. Moi je travaille dans le sport électronique, donc c'est pas le jeu vidéo en lui-même, mais c'est la pratique compétitive vraiment du jeu vidéo. Et il y a un baromètre qui a été fait par France eSport récemment, là il y a 3 semaines. Donc si jamais quelqu'un veut s'y intéresser, ça s'appelle le baromètre de France eSport. Et ils vont vraiment parler de qui va jouer à quel type de jeu, qui va consommer aussi du contenu lié vraiment au monde compétitif. Et pour revenir aussi sur la deuxième question par rapport à la représentation qu'on va avoir des villes et l'aspect historique notamment par rapport à certains territoires. Vous avez mentionné Assassin's Creed notamment avec Unity pour Paris, mais ce qui est intéressant je pense c'est aussi de voir l'évolution que ça a eu en fait par la suite, parce que Unity est sorti en 2014 il me semble, et là avec les 2 derniers opus on a vu Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Origins. Donc Origins reprend l'Égypte antique et Odyssey c'est la Grèce antique. Et ils ont implémenté en fait un système qui s'appelle, c'est un mode de jeu qui s'appelle le guide. Et en fait, ça nous permet de nous plonger tout simplement à travers la carte, donc à travers les représentations qu'ils ont fait des villes dans le jeu. Avoir un guide. Donc moi, par exemple, quand j'ai joué sur la Grèce antique, j'ai Socrate en fait qui me menait à travers la Grèce antique et qui m'expliquait dans ce temple-là, on faisait ça. Il y avait telle déesse qui était représentée.
Après, c'est forcément la représentation d'Ubisoft, mais voilà, juste pour revenir sur le fait que de plus en plus de jeux vidéo le font. Quand on a fait des demandes pour avoir les droits, évidemment, pour le rapport, on a contacté les éditeurs et Ubisoft nous a envoyé 250 gigas de photos intermédiaires. Le travail est juste incroyable, en fait, c'est assez stupéfiant. J'ai une question, mais c'est pour vous, du coup, le e-sport va être reconnu au JO ou pas? Il y a eu une grosse discussion autour de ça. Oui, il est reconnu. Je vois des gens qui. Est-ce que le sport électronique sera reconnu au JO? Oui, à Paris. Récemment, j'étais à je ne sais pas si vous avez vu le village e-sport place d'Hôtel de Ville. J'étais invité à la soirée d'ouverture et il y avait Jean-François Martins, justement, qui était là. Et lui, en fait, il travaille en étroite collaboration avec Anne Hidalgo, justement, pour la promotion du sport. Et maintenant, il s'intéresse forcément au sport électronique. Mais c'est pacté, ouais. Parce qu'ils veulent placer, justement, Paris en tant que ville numéro 1 dans le monde pour le rayonnement de l'e-sport. Et il a annoncé là-bas, justement, il a dit on va faire en sorte que, non seulement sur les Jeux Olympiques et de l'e-sport, mais aussi sur les Jeux Paralympiques. Et ça rejoint en fait notamment Microsoft avec la manette adaptative pour pouvoir inclure tout le monde dans le jeu vidéo. Mais ce sera fait en tout cas, c'est sûr. Après, quel jeu, on ne sait pas encore parce que c'est compliqué au niveau des éditeurs, vu que les éditeurs ne sont pas neutres. Mais ça se fera sur des jeux de sport pour les premières années. Super intéressant, merci. Une dernière, s'il y en a une? Merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement enrichissante. J'ai deux questions. La première, ça porte sur l'éducation. Vous dites que le jeu peut communiquer et inspirer. Donc, je pense que la notion d'éducation est finalement pas très très loin. Et on le voit dans certains jeux qui sont utilisés pour, par exemple, apprendre à coder. Il y a des jeux, notamment Minecraft, qui a été utilisé pour éduquer les joueurs sur qu'est-ce que c'est qu'une ville, comment ça fonctionne. Mais en parallèle, vous montrez aussi que des jeux qui sont trop réalistes ou qui modélisent trop de phénomènes, finalement, ils plaisent pas. Donc, ça c'est la première question. Quel est votre avis finalement sur la valeur éducative d'un jeu? Et la deuxième, on parle du jeu comme un moyen d'explorer et de la ville comme moyen d'offrir un terrain de jeu avec des relations sociales. Mais je trouve qu'aussi le jeu d'une certaine manière peut isoler le joueur et c'est quelque chose qu'on voit souvent. Enfin, si on prend le métro à Paris, tout le monde est sur son portable. Donc dans quelle mesure il y a une notion vraiment d'échange et une notion d'isolation? Merci beaucoup. Alors je ne vais pas m'engager sur l'éducation parce que je pense que c'est un gros débat, mais je vais revenir sur la modélisation et les city builders. Quand on a dit que ça ne marchait pas, l'élément qui était clé, c'est que finalement, le fait de devoir gérer sous contrainte l'expansion d'une ville, tel que c'était pratiqué dans les jeux qu'on étudiait, n'était pas fun. Et du coup, les gens avaient tendance à s'arrêter à ce niveau-là. Ce qui amenait à des hacks de Fortnite avec des gens qui disaient c'est comme ça qu'on doit le faire différemment. Et le fait que représenter un futur souhaité ou souhaitable était plus facile. Donc ça, c'est juste pour repréciser. Donc notre message était plutôt de dire quand vous rentrez trop de contraintes, et c'est ce qu'on fait quand on met des contraintes de la vraie vie, vous roulez en voiture, vous dépensez du CO2, on perd du fun dans le jeu. Donc la barrière entre les deux a l'air de se situer à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu... Ouais, sur le premier sujet que vous évoquez, alors il y a une limite aussi dans l'éducation, c'est que c'est pas des mondes qui sont libres, c'est des mondes qui sont extrêmement codés, enfin qui sont codés par nature, et qui du coup ont dans leur germe un certain nombre de possibles qui sont limités, et c'est toujours sur ce point que se situe le trade-off, tout comme il y a des expérimentations hyper intéressantes sur comment le jeu peut amener des comportements plus vertueux, alors avec tous les guillemets du monde à vertueux, mais des formes de nudge du citoyen, et il y a eu des expérimentations notamment dans l'exploitation des transports en commun, etc. Et à nouveau, c'est très difficile d'être, soit on apprend des choses, et c'est un jeu de pédagogie quasiment intrinsèque, soit on est dans une situation d'essayer d'amener des messages ou des contenus ou toucher du doigt, et là on a un terrain de jeu qui est déjà limité par nature au début. Donc il y a toujours un risque, en tout cas une interpellation à avoir là-dessus. Après, sur le deuxième sujet, on n'a pas vraiment exploré ce thème effectivement des conséquences sociétales en termes de relations sociales, du fait de jouer ou pas jouer. Et ce qui est presque un réflexe méthodologique des sciences sociales, c'est de dire mais méfions-nous que c'est pas parce que notre façon de considérer la sociabilité s'est transformée que forcément ce qui se fait à la place c'est moins bien. Donc c'est vrai que c'est facile de faire une photographie seul ensemble où on voit des gens à un repas de famille qui sont sur un téléphone, donc on se dit tout le monde est isolé, et en même temps chacun est connecté, et en même temps après on peut parler de ce qui s'est passé. On a eu les mêmes travaux sur la télévision dans les années 70 où on disait attention, la télévision déstructure le lien social, et au final la TV peut potentiellement aussi être un objet
de médiation sociale. Ça ne veut pas dire non plus que la TV est géniale, mais voilà. Donc, sans avoir creusé le sujet, notre position là-dessus serait plutôt de dire, on voit qu'il y a quand même une vraie créativité, on voit qu'il y a quand même une diversité des échanges, on voit qu'il y a quand même des communautés de joueurs, et c'est assez interpellant de se dire, à la différence d'un concert qui réunit. Pour moi, c'est un apprentissage marquant. La ville, on la connaît comme un lieu avec ses archétypes, le flâneur individualisé, très individualisé d'ailleurs, des espaces de rassemblement, un concert, un festival, une manifestation. Et là, on est sur des formes de rassemblement qui sont visibles et invisibles à la fois. Bon, ça a été très bien analysé sur les printemps arabes et les révolutions qui ont essaimé un certain nombre. Comment les médias ont construit ces choses-là, comment Anonymous est construit sur base de... Voilà. Donc on est sur des formes de liens sociaux qui sont un peu moins visibles avec les grilles de lecture qui sont les nôtres, mais qui sont peut-être tout aussi denses, ou en tout cas interpellants. Donc ça serait aussi à creuser certainement. Dernière ? Oui, moi je ne suis pas le maître du temps. C'est la dernière. Du coup, je vais tricher, je vais en poser plusieurs. Juste sur la question de la sociabilité dans le métro et du téléphone et de jouer, il y a eu énormément d'études sur la sociabilité dans le métro. Et le fait de jouer sur le téléphone, c'est plutôt une forme de désociabilisation volontaire. En fait, c'est un outil pour ne pas avoir à regarder les autres. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Donc avant qu'il y ait le téléphone, il y avait d'autres choses, le livre, le fait de regarder par la fenêtre, etc. Mais on veut ne pas regarder les autres et ne pas être en contact, et du coup, le téléphone peut aider. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe dans ce contexte spécifique. Après, sur la mobilité, parce que c'est mon sujet, Nicolas, tu disais que dans le jeu, il y a une infinité de possibles au niveau des outils de mobilité qui existent avec le dos de Griffon que tu citais. Est-ce qu'on trouve réellement une infinité de mobilité ? Et est-ce qu'on ne retombe pas très vite sur la voiture qui vole, la téléportation, le truc qui va sous l'eau, le truc qui va sous terre et voilà. C'est un super sujet. Pour ceux qui jouent à BioShock, à un moment donné, il y a une tyrolienne dans le jeu. Des grands yeux blancs, là, donc non. Mais donc il y a une tyrolienne dans le jeu. Et en fait, elle a été rejetée par les joueurs comme étant... on casse le 4e mur, en fait. On était en train de jouer, puis là, la tyrolienne débarque, on se demande ce qu'elle fout là. Et on n'est plus immergé, en fait. Et à côté de ça, effectivement, les mobilités sont plutôt limitées. Parce qu'il y a un temps d'immersion. Moi, j'ai passé 1 heure à essayer de contrôler Batman. Là. J'étais puni, j'étais obligé de jouer pour ce rapport. Et à un moment, j'ai plus trouvé ça drôle, en fait, de devoir rentrer dans les cercles. Et je préférais juste marcher et grimper sur les murs. Donc de facto, il y a des mobilités fun, il y en a qui le sont moins, mais le spectre n'est pas du tout aussi large que ce qu'on a l'habitude de voir. Et effectivement, on a le griffon, le cheval, et puis je pense qu'on pourrait faire une liste finie des mobilités. On ne va pas avoir plus d'une 50aine ou d'une 100aine dans la réalité. Et est-ce qu'il y a des transports en commun ? Parce que je me dis, les gens conduisent. Alors, il y a du coup, est-ce qu'on retrouve des mobilités en commun ? Alors il y a quelques jeux, mais qui forcent le jeu dont on a parlé, qui s'appelle Tokyo sur le métro, qui t'oblige à... Bon, mais non, on en a vu un peu trop. Où on t'oblige à prendre le métro et t'es un peu puni parce que pendant 10 minutes, il y a des gens qui te regardent, t'es dans le métro. Donc on reproduit... Tu t'imagines dans le métro en train de te regarder toi dans le métro, dans le jeu, c'est un peu... Et donc, là, il y a une mise en abîme, mais il y a peu de modalités de transport en commun. Il y a un jeu où on peut apprendre à conduire un bus. On ne construit pas sa ville, on apprend à conduire un bus, mais qui n'a pas eu un succès fou, je crois. Après, ça peut être interpellant de se dire, est-ce que réellement il y a besoin d'avoir des formes de mobilité si différentes, collectives ? Parce que là, c'est un débat de fond qui touche aux imaginaires d'une manière générale, avec... des hypothèses très variables. Est-ce qu'on est réellement en capacité d'imaginer en permanence des choses nouvelles, ou est-ce qu'au contraire on plafonne, preuve en est, on revient toujours à la voiture volante ? On pourrait se demander si c'est vraiment la bonne question finalement. Est-ce que réellement la créativité est dans le fait d'inventer une nouvelle modalité de mobilité, ou dans la manière de connecter cette mobilité avec d'autres choses ? Et peut-être que là-dessus il y a plus de réponses intéressantes sur finalement c'est pas tellement est-ce qu'il y a un truc qui est ni le métro, ni le bus, ni le train, mais qui fait quand même collectif. Bon, on peut inventer. C'est plutôt, finalement, est-ce que je peux prendre le métro pour faire autre chose que faire mon trajet domicile ? Et là, peut-être, effectivement, le jeu ouvre à créer d'autres choses dans la manière d'être en mobilité. Et c'est là où il y a peut-être de la créativité. Merci. Stop, Nicolas. Merci à tous. Voilà. Merci encore. Comme vous l'a dit Nicolas, vous avez de la chance. Le rapport, pour ceux qui veulent prolonger un petit peu cette découverte, eh bien, le rapport est en distribution à la sortie. Donc vous pouvez en prendre une copie.
Et par ailleurs, on va publier la copie électronique, donc le fichier, dans la journée de demain. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site leonard.vinci.com pour vous le procurer et pour y renvoyer vos collègues, amis qui peuvent être intéressés par la thématique. On peut partager aussi un verre pour poursuivre le débat. Donc voilà. Et à bientôt à tous, donc, puisque dès lundi, nouvel événement, encore une fois, sur l'entreprise apprenante. À bientôt.